Salut les bouseux. Pour aujourd'hui, je vous propose un œil du bouseux. Ça faisait longtemps, qui, je pense, sera le premier d'une série. Une série dans laquelle je vais analyser des dénonciations publiques, des call-outs, que je trouve, disons, suspects, hein, ou maltraités, malveillants ou malhonnêtes. Comme c'est un sujet qui est assez difficile pour moi et que je ne suis pas dans mes meilleures conditions, je pense que ça sera plus facile pour moi de ne pas écrire en plus, hein, donc ça ne sera pas scripté, même si j'ai quand même pas mal réfléchi au sujet, en espérant qu'on n'y perde pas trop en qualité d'analyse. Pour ce premier call-out, on va parler d'une femme qui a été dénoncée, présentée comme une agresseuse sexuelle, qui serait responsable de manipulation, d'abus de faiblesse, et finalement d'être une prédatrice sexuelle. Hein. Il s'agit d'une féministe, queer, qui n'était pas quelqu'un de particulièrement connu. Elle avait, par exemple sur son Twitter, elle avait 10 000 abonnés. Après la dénonciation publique qui a eu lieu en mars de cette année, elle a perdu 2 000 abonnés sur Twitter. Et elle avait aussi un compte Instagram sur lequel elle a perdu également beaucoup d'abonnés. Ses comptes sont devenus inactifs. Son compte Twitter est verrouillé depuis mars, hein, donc ça fait quand même plusieurs mois. À ma connaissance, il n'y a eu aucune réaction publique de sa part. Pour éviter de trop faciliter la tâche à des gens qui seraient malveillants, j'ai décidé d'anonymiser l'intégralité des différents protagonistes. Et donc je les appellerai par des noms d'emprunt. Il y aura donc Géraldine, parce que pourquoi pas, cherchez pas, il n'y a pas de blague, il n'y a pas de référence dans les noms, c'est juste comme ça. Il y aura donc Géraldine qui est l'accusée, il y a Brigitte, l'accusatrice, et Patrick, la victime présumée. Car ce n'est pas, dans cette dénonciation publique, ce n'est pas la victime qui s'exprime, hein, mais sa copine. En tout cas sa compagne, comme ils le disent. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet, hein, avec le début du thread. Hein. On voit que le thread, au moment où j'ai fait ce screen il y a quelques jours, donc publié le 5 mars, d'après Twitter, ça fait 350 000 vues. Pour s'en prendre à quelqu'un qui avait donc 10 000 abonnés, hein, sur Twitter, qui n'était juste personne, hein, donc elle s'est pris, voilà, ça. Il y a plein de gens qui ne la connaissaient pas du tout, hein, donc qui ont été au courant de cette affaire, de ces accusations en tout cas. On voit voilà, 900 likes, 800 retweets et une centaine de citations. On parlera des réactions après, on verra qu'il n'y a aucune critique, hein, de la méthode et du fond. Alors, ça commence donc par call out ART s'il vous plaît. À retweeter s'il vous plaît. Bonjour, je publie ici le call-out d'une personne qui tient des comptes féministes et antivalidistes sur Twitter, Instagram et Facebook. Elle donne donc son arrobase avec des screens, etc. Trigger warning, agression sexuelle, viol, entre parenthèses et avec un point d'interrogation, violence conjugale, manipulation, gaslight. Alors, ça, ce terme de gaslight, c'est, pour moi, c'est un indice qu'il y a un truc qui pue quand on l'emploie à la légère, quand on l'emploie sans aucune démonstration. Et il n'y aura absolument aucune démonstration. Hein. Je vais préciser pourquoi. Je parlerai je vais profiter de cette analyse pour parler de pas mal de choses. Hein. Le gaslight, hein, c'est quand une personne, c'est un procédé de manipulation quand on cherche à modifier les souvenirs des gens. D'accord? C'est-à-dire qu'une personne a un certain souvenir d'une situation, une autre personne, qui est donc le gaslighter, le manipulateur, va faire en sorte, subtilement, de modifier les souvenirs de l'autre. D'accord? C'est un truc subtil, c'est évidemment compliqué à démontrer, hein, et donc c'est assez facile aussi de prétendre, hein, que telle ou telle personne fait du gaslight. Dans la pratique, c'est jamais démontré, parce que évidemment c'est difficile à démontrer, mais on peut quand même essayer de donner quelques pistes, quelques indices. Dans la pratique, quand quelqu'un accuse comme ça une personne de faire du gaslight, en réalité, c'est que vous avez une personne qui a un point de vue, une autre qui a un autre point de vue,
et on accuse « Ah mais non, tu essaies de me manipuler en changeant mes souvenirs, tu fais du gaslight ». Alors que non, c'est pas du tout, on a le droit d'avoir un point de vue différent. Donc la personne qui accuse, ici c'est la compagne de la victime présumée, donc Brigitte nous précise, nous dit quelques précisions avant de commencer. Peu importe les circonstances, je ne supporterai jamais le harcèlement. Je ne soutiendrai donc pas la moindre tentative d'insulte, de dogpile, de harcèlement. Le dogpile, c'est une méthode de harcèlement particulière, pas besoin de développer ça. Vous pouvez simplement unfollow, bloquer. Alors, deux problèmes déjà. Dire je ne supporte pas le harcèlement, je ne soutiens pas les insultes, le harcèlement, etc. Tu peux toujours le dire, mais ça sert à rien de le dire. Enfin, ça sert à rien, ça sert uniquement pour elle. Hein, parce que si vous demandez à des gens qui insultent sur Internet et qu'on leur demande, voilà, qui harcèlent sur Internet, si on leur demande pourquoi ils le font, ils vont pas répondre « Ah bah c'est parce qu'on m'a pas dit qu'il fallait pas le faire. Ah bah moi si on m'avait dit de pas harceler, je l'aurais pas fait, hein. » Bah ouais, non, ils répondent pas ça les types. Hein, c'est donc... dire que je ne soutiens pas le harcèlement, il ne faut pas aller l'insulter, etc., ça ne sert à rien. Hein. À part se déresponsabiliser des conséquences, parce qu'il y aura forcément du harcèlement, parce que si tu présentes publiquement quelqu'un comme étant une agresseuse sexuelle, en l'affichant, en donnant des liens pour remonter jusqu'à elle, évidemment qu'il y aura du harcèlement. Hein, et donc ça sera une conséquence de tes actes. Mais elle sent... l'accusatrice s'en déresponsabilise en disant juste « Ah ben, oh, je suis contre ». Voilà, mais ça ne change rien aux conséquences de tes actes en fait. Hein. Et l'autre précision, vous pouvez simplement unfollow ou bloquer. Alors là aussi, ça c'est mauvais signe. J'ai plus de thé, il faut que je m'en refasse. Présenté comme ça, on peut se dire « Ah, c'est une personne dangereuse, il faut l'écarter, il ne faut pas la soutenir, etc. Hein, » ça, en général, la justification a appelé à bloquer ou arrêter de suivre, unfollow. La justification, c'est ça. Le problème, c'est que ça implique aussi d'appeler les gens à ne pas écouter la version contradictoire. Ben ouais, parce que si tu arrêtes de suivre quelqu'un, si tu vas juste bloquer la personne qui a accusé, tu ne vas pas pouvoir entendre sa version contradictoire. Donc évidemment, si on présente les choses comme ça, ouais, surtout... je l'accuse d'agression sexuelle sur mon mec, mais n'allez pas écouter sa version des faits. Hein. Si tu présentes les choses comme ça fait louche. D'accord? Par contre, si tu dis « Ah, il faut la bloquer pour protéger les victimes et réduire son pouvoir hein, », là, ça passe. Ensuite, elle est atteinte, donc Géraldine, est atteinte de plusieurs troubles mentaux et neurodéveloppementaux. C'est-à-dire, je ne souhaite pas que ce call-out provoque de la stigmatisation ou du sanisme. Ça aussi, voilà, tu peux toujours le dire, ça sert à rien, mais voilà, il y en aura forcément, hein, mais elle se protège. Hein, là, tout ce qu'elle fait, c'est se protéger elle. Hein. Je rappelle que les personnes folles, il faut arrêter avec ça. Hein. Folles, non mais... je vais pas développer. Hein. Ne sont pas dangereuses et davantage victimes d'agression que les autres. Donc tu sais très bien, hein, d'accord ? Donc voilà, donc, on sait que l'accusé est une personne qui est fragile. De même, je souhaite qu'une attention particulière soit portée pour les problèmes de santé de l'agresseuse Géraldine. Peu importe à quel point ses actes sont répréhensibles, elle a besoin de soins et non d'être insultée, harcelée. Alors ça c'est hypocrite. Hein. Si tu penses qu'une personne a besoin de soins et que voilà, il y a un lien en plus avec ses actes répréhensibles, tu fais pas ça en fait. Si tu penses que quelqu'un a besoin de soins, tu vas pas en fait l'afficher publiquement en l'accusant d'être dangereuse et une agresseuse sexuelle, parce que en fait ce que tu vas faire c'est que tu vas lui rajouter des problèmes. Si tu penses sincèrement qu'elle a besoin de soins, bah, en fait tu vas lui rajouter d'autres choses à soigner. Hein. En l'occurrence au minimum une dépression, parce que forcément tu te prends ça dans la gueule, tu te tapes une dépression réactionnelle. Dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, des tendances suicidaires. Donc si elle pense sincèrement qu'elle a besoin de soins, non. Non, ça c'est hypocrite. Elle dit ça, mais ça c'est la bonne chose à dire. Ah, c'est pour son bien. Ah, elle a besoin de soins, je lui veux du bien. Alors qu'en fait, pas du tout. Dans la pratique, dans les faits, absolument pas.
Je n'ai pas de preuves à apporter, outre quelques captures d'écran. Les faits s'étant entièrement déroulés en face à face, vous êtes libre de me croire ou non. Bah, c'est gentil de le préciser, hein. Encore heureux qu'on est libre de te croire. Bon, alors, voilà, on sait qu'elle a absolument rien, hein, mais bon. Enfin, je suis frileuse à l'idée de dénoncer un compte suivi par 10 000 abonnés. Je n'hésiterai donc pas à bloquer. On est dans la victimisation par avance. C'est pas parce que quelqu'un est suivi par beaucoup de gens que sa communauté va forcément te tomber dessus si tu critiques cette personne, hein. Ça dépend des communautés, ça dépend des publics, hein. Au risque de faire un procès d'intention là, hein, mais se dire que prévoir un harcèlement potentiel et justifier les blocages par ça, ça permet de justifier ces blocages, hein, qui pourraient être, on pourrait bloquer des gens qui viendraient dire non, non, mais tu dis de la merde, par exemple. Alors, contexte des faits. Géraldine est une femme blanche, cisgenre, handicapée. Elle vit à, on n'a qu'à dire qu'elle vit à Pékin, hein, mais elle a donné le nom d'une ville de France, donc sa ville de résidence. Elle vit à Pékin en couple polyamoureux avec 2 de ses compagnons. Pour ne doxer aucune information privée, je me permets de reprendre celle directement accessible sur son compte public. Et donc, on a un screen où l'accusée Géraldine se présente et elle donne en effet sa ville de résidence. Alors, ça ne marche pas comme ça, les informations publiques. Ce n'est pas parce qu'une information est publique qu'on a le droit d'en faire ce qu'on veut. Je vais illustrer tout d'abord avec un exemple. Vous devez sûrement connaître Vincent Flibustier, le mec derrière Nordpresse. Il a été condamné. Je vérifie vite fait. Il a été condamné pour outrage envers un journaliste de Sud Presse. Et donc on voit que, pour vous faire la version courte, donc on a un journaliste qui a fait un article islamophobe qui appelait à la méfiance et même la suspicion envers les musulmans, et elle est un peu à les traquer, si vous voulez. Bon, un connard. Mais Vincent Flibustier a réagi à cela en retournant sa méthode contre lui, c'est-à-dire en utilisant une méthode de merde contre un connard, ce qui est sujet à débat. Et on voit que sur la page Wikipédia, ce que conteste Nordpresse, qui estime que ces informations étaient publiques et présentes sur les comptes des réseaux sociaux du journaliste. Vincent Flibustier a donc présenté publiquement des informations publiques, hein, et malgré ça, il a été condamné. Pourquoi? Parce que le tribunal a estimé que c'était un usage malveillant, hein, parce que en utilisant de cette manière-là des informations publiques, je cite le tribunal, en diffusant son portrait, il a exposé ce dernier à l'indicte populaire. Donc, là, on est là-dedans, hein. Ce n'est pas parce qu'une information est publique qu'on peut en faire ce qu'on veut, et inversement, ce n'est pas parce qu'une information est privée qu'on n'a absolument aucun droit dessus, hein. La justice, c'est un peu plus compliqué que ça. Sinon, s'il suffisait d'appliquer bêtement des textes de loi, ça fait longtemps qu'on aurait remplacé les magistrats par des logiciels, en fait. Là, on n'est pas dans un problème qui est de l'ordre de la contravention, par exemple, hein. Si tu roules à 70 au lieu de 50, paf, tu as une amende, ça c'est une contravention. La manière d'utiliser des informations publiques, c'est pas une contravention, ça peut être un délit. Et donc, c'est pas juste, on n'a pas le droit d'en faire ce qu'on veut. Donc là, on a un premier problème important dans la démarche, c'est qu'on se sert d'informations publiques à des fins qui ont des conséquences fâcheuses, hein. En l'occurrence, évidemment, si vous êtes présenté comme une agresseuse sexuelle et qu'on précise votre ville de résidence, on comprend tout de suite le danger, hein. Donc on a une mise en danger de la personne qui est accusée, tout en se justifiant que c'est bon, c'est des informations publiques, donc j'ai tous les droits. Ça marche pas comme ça. Ensuite, j'ai rencontré Géraldine en juin 2022 via Twitter. Celle-ci poste régulièrement des tweets où elle invite ses mutus à venir papoter autour d'un thé, voire screen. Je la fréquentais en tant qu'amie depuis environ 6 mois, de août à août-septembre, à partir de août-septembre 2022. Hein, donc elles se connaissent depuis 6 mois. Alors cette information-là, où elle invite ses mutus à venir papoter autour d'un thé, regardez, j'ai des preuves. Bon, c'est pas... Voici une capture d'écran, qu'est-ce que ça vient foutre là, hein. Quel est l'intérêt de cette information?
qu'à ce compte-là, je suis sûr que si on donne des anecdotes de ce niveau-là, on pourrait en donner beaucoup. Donc pourquoi choisir cette anecdote-là, hein, pourquoi? C'est qu'il y a un intérêt. Hein, c'est de la présenter comme une prédatrice sexuelle. On y reviendra. J'allais chez elle pour discuter un peu, boire un thé, l'aider parfois à nettoyer sa cuisine, on s'en fout. De temps en temps, elle me racontait ses problèmes relationnels et je lui racontais les miens. On parlait de féminisme et de validisme, bref, une chouette relation d'amitié. Donc pendant 6 mois, elles se sont fréquentées régulièrement et elle n'a rien à marquer de particulier. Ok. Ceux qui me suivent déjà le savent, je suis aussi handicapé et je relationne avec une personne qui a d'intenses crises dissociatives dues à un CPTSD, donc un syndrome de stress post-traumatique non traité pendant 10 ans. Crises durant lesquelles mon compagnon peut être violent et n'a pas les idées claires du tout. Donc lui, c'est la victime présumée. La victime présumée est donc présentée comme une personne violente qui est quasiment, qui a de graves handicaps psychologiques, quoi. Hein. Et donc, on voit déjà que d'une certaine manière, la victime présumée est complètement discréditée par sa propre compagne. Hein. Il y a environ 1 mois, vers début février, mon compagnon est emmené à l'hôpital pour des fortes crampes d'estomac. Paniqué, j'ai passé mon après-midi chez Géraldine. Il nous a rejoints le soir. Il était complètement désorienté, notamment à cause du stress et des médicaments. Mon compagnon ressentait le besoin de ne pas rentrer chez nous pendant un temps en raison de son PTSD, de son syndrome de stress post-traumatique. Quel est le rapport? Après pas mal de discussions, Géraldine m'a proposé de l'héberger pendant quelques jours afin qu'il puisse se reposer dans un cadre safe et bienveillant. Pourquoi? On ne sait pas. Là, moi, ça a commencé à me mettre pas mal de doutes, hein, parce que on ne sait pas pourquoi la victime présumée ne voulait pas rentrer chez lui et donc chez elle, hein, chez l'accusatrice, chez sa compagne. Pourquoi? Elle dit en raison de son syndrome de stress post-traumatique. Quel est le rapport? On ne sait pas en fait. On ne comprend pas pourquoi. On n'a aucune explication du pourquoi il ne voulait pas rentrer chez elle. Pourquoi il était peut-être en train de la fuir. Peut-être. Les faits, enfin ce qui est présenté comme tel. Mon compagnon a passé 3 jours. Durant ces 3 jours, il m'a rapporté qu'elle l'avait constamment sollicité, l'avait empêché de se reposer et qu'il était en crise dissociative constamment en sa présence. J'en ai des preuves matérielles qu'on n'aura pas. Donc là, hein, on est dans une situation où ce n'est pas la victime présumée qui parle, c'est quelqu'un d'autre. En l'occurrence, sa compagne. Hein, on est donc sur un témoignage qui rapporte un témoignage. Hein. Ce qui est pas super fiable. C'est quand même, ici on a quand même une femme qui accuse une autre femme d'agression sexuelle sur son mec. Hein. Et aurait apparemment eu un coup de foudre pour mon compagnon et aurait voulu, entre guillemets, oui, avoir une place dans sa vie sentimentale. Sauf que, en raison de nos traumas relationnels respectifs, nous étions dans une relation fermée et exclusive clairement définie. D'accord? Alors, donc la citation, on voit qu'il y a elle aurait voulu avoir, je cite, une place dans sa vie sentimentale. Ça aurait été Géraldine qui le dit à Patrick, et Patrick qui le dit à Brigitte, donc, hein, l'accusatrice. Et ensuite, c'est elle qui nous le dit. Hein. On a quand même... on est de l'ordre de la rumeur, là. Alors, trigger warning, manipulation, gaslight, qui ne sera absolument pas justifié. Mon compagnon m'a rapporté que Géraldine n'arrêtait pas de l'inciter à rompre notre couple ou à s'éloigner de moi en lui répétant constamment qu'il était libre de coucher avec qui il voulait. Il est mono-amoureux, plus sur le spectre asexuel. Donc là, c'est elle a dit, hein, mon compagnon me dit que quelqu'un lui a dit que... ça veut dire que ça a pu être déformé 2 fois, hein, quand même, en cours de route. Elle a également légitimé ses accès de violence en prétextant que c'était compréhensible, entre guillemets, comme il était malade. Qu'il n'était pas responsable de ses actes et que j'étais contrôlante lorsque je lui demandais de contrôler sa violence ou d'en assumer les conséquences. Ah ah, c'est bizarre. Qui dirait ça? Qui dirait, oui, je te trouve trop contrôlante, arrête de contrôler sa violence. Hein, enfin,
Là, si on comprend bien, hein, c'est Géraldine qui a dit ça à Patrick, qui ensuite a dit ça à Brigitte. Hein. Donc là encore, ça peut être déformé 2 fois en cours de route. Et on devrait comprendre que Géraldine a dit à Patrick que Brigitte serait trop contrôlante et qu'elle contrôle trop sa violence. Mais qui dirait ça? Oui, je trouve que elle contrôle trop ta violence. C'est bizarre de dire ça. Enfin, ça va. Moi, je me dis, ouais, non, il y a eu une grosse déformation de ses propos là. Hein. Et de toute façon, qu'est-ce que ça vient foutre là? En plus. Globalement, elle m'a complètement blâmé d'avoir mon mot à dire sur les violences que j'avais subies et m'a accusé de, entre guillemets, vouloir me faire passer pour la victime, alors que problème si ou non, les dites violences ont déjà été constatées par les services compétents. Donc si on comprend bien, elle a été personnellement, la femme qui accuse là, et qui n'est pas une victime de la situation, a été critiquée par c'est la femme qu'elle accuse. Hein? Donc elle a quand même un intérêt personnel dans cette histoire, outre un intérêt, voilà, imaginons que, considérons que son mec est victime, évidemment, elle se sent concernée, hein, mais là, encore plus, parce que l'accusatrice, elle présente l'accusatrice comme étant quelqu'un qui était contre elle. Hein. Bref, au bout de quelques jours et sous son influence, ça c'est gratuit, hein, mon compagnon était complètement dédouané des violences qu'il m'avait fait subir, alors qu'il les avait toujours assumées et fait de son mieux pour se guérir, une preuve des injonctions malsaines. Avant de lire cette preuve, hein, on a quand même l'affirmation que en 3 jours, son mec a été complètement retourné. Tout son, a priori, son travail pour lui faire reconnaître qu'il est responsable de ses violences, en 3 jours, paf, ça a été détruit. Hein. Elle est forte, elle est très forte. Hein, et donc là, on voit que son compagnon est présenté comme quelqu'un d'extrêmement influençable. Donc on pourrait se dire peut-être, s'il est influençable par Géraldine, pourquoi pas par Brigitte, après tout. Un truc précis dont je me souviens, c'est qu'elle a clairement dit, donc là c'est, ce qu'on comprend là, c'est donc Patrick qui lui a dit ça. Un truc précis, donc à l'écrit au moins c'est un peu plus solide que des paroles rapportées. Un truc précis, enfin ça reste une parole rapportée, pardon quand même. Hein. Un truc précis dont je me souviens, c'est qu'elle a clairement dit que je devais m'éloigner de toi et que c'était mieux pour moi. Parce que tu as un côté très contrôle de tout et vouloir absolument te faire passer en victime. Là ça me paraît, oui c'est possible, oui. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, elle a peut-être pas tort hein, de dire ça à Géraldine parce que ça tient, hein, en fait. Comprenez bien que là, ça sera un peu la seule version des faits de la part de l'accusé, hein, qu'on obtient indirectement. Donc d'après Géraldine, qui connaît son accusatrice depuis 6 mois, hein, elles se sont donc régulièrement vues en tant qu'amies pendant plusieurs mois, et donc d'après Géraldine, qui connaît depuis 6 mois Brigitte, elle considère que Brigitte est trop contrôlante et qu'elle a tendance à se faire passer pour la victime. Or, là, qu'est-ce qu'il se passe? On aurait un mec qui est extrêmement fragile, donc dont le libre arbitre n'est pas libre et éclairé. Hein, il est sous tutelle quasiment, le mec en fait. Hein. On va voir que ça a été d'ailleurs utilisé pour justifier qu'il est victime d'agression sexuelle parce qu'il est incapable de se défendre, en quelque sorte. Pourquoi pas? Mais si on accepte cette logique, s'il n'est pas capable d'être consentant, comment pourrait-il être consentant pour cette situation, c'est-à-dire pour cette dénonciation publique? Parce que c'est elle qui décide. C'est Brigitte, c'est l'accusatrice, qui n'est pas la victime, hein, qui décide d'exposer l'accusé au grand jour, sur la place publique, et en plus en exposant son propre compagnon, hein, qui est censé être sous tutelle, hein, donc lui on ne lui demande pas son avis, on voit qu'il est d'accord, mais est-ce qu'il est vraiment en état de bien réaliser la situation? Est-ce qu'il est vraiment en état d'être d'accord pour qu'elle affiche sur la place publique ces accusations et son dossier médical, finalement, hein, et de le présenter comme un homme violent? Est-ce qu'il était vraiment en état d'accepter que
On expose sa vie privée, intime, en le présentant comme une victime d'agression sexuelle et en le présentant aussi comme un homme violent, traumatisé, quasiment sous tutelle. Est-ce qu'il était vraiment en état d'accepter cette démarche? Moi, je pense que si Patrick n'a pas été, disons, respecté dans son libre arbitre par l'accusé, ça signifie aussi qu'il n'est pas respecté par sa compagne, par l'accusatrice, qui le voit comme quelqu'un qui est trop incapable de prendre ses propres décisions et qui contrôle tout. Et donc là c'est gênant parce que elle expose, l'accusatrice, elle expose l'idée qu'elle serait trop contrôlante, mais elle le prouve. Et ensuite, la deuxième accusation, c'est elle chercherait à se faire absolument passer pour la victime. Ça on y reviendra. Alors, ces faits sont d'autant plus graves à nos yeux. Alors, il n'y a pas de faits là, il y a des accusations. Elle présente son compagnon Patrick comme quelqu'un sous influence, mais c'est elle qui le dit, c'est pas des faits. Alors, c'est d'autant plus grave à nos yeux que, il y a une forte différence d'âge entre les deux, 31, 23. Ouais, mais ils sont adultes, hein. Il y a un moment, ça change rien, hein. Mon compagnon était en situation de vulnérabilité. Possible. J'avais prévenu qu'il était manipulable lors de ces crises et qu'il fallait faire attention à lui. S'il est manipulable par une personne, il peut l'être par une autre, hein. Ensuite, agression sexuelle, viol, point d'interrogation. Après ces 3 jours de manipulation, voilà, donc on affirme qu'elle a été manipulée, elle a eu une relation sexuelle avec mon compagnon sans s'assurer de son consentement. C'est tout ce qu'on aura. Mon compagnon rapporte avoir voulu s'arrêter à plusieurs reprises sans y réussir, entre guillemets, entre parenthèses, état de crise suicidaire. C'est-à-dire. Donc là, on ne sait rien. Elle a eu une relation sexuelle, c'est-à-dire, dans les détails, hein, on ne sait pas, hein, sans s'assurer de son consentement, la formulation est importante. Hein. Sans s'assurer de son consentement, ça signifie qu'il n'a pas dit non, mais elle n'a pas demandé non plus. Mon compagnon rapporte avoir voulu s'arrêter à plusieurs reprises sans y réussir parce qu'il était en état de crise suicidaire. Ok, et on n'a rien là, hein, on n'a aucune matière. C'est juste, elle affirme des choses, il n'y a rien. Donc on ne peut absolument pas juger soi-même, en fait. On est obligé de se contenter de ce qu'elle dit, quoi. De sa façon de présenter les choses. Géraldine m'a rapporté cette relation sexuelle comme un accident, mais j'ai appris par la suite qu'elle lui avait demandé d'acheter des préservatifs afin qu'il puisse recommencer. Ok, ça serait pas... D'accord, ça serait pas logique, mais bon. Et encore... Peut-être que la première relation sexuelle était un accident, et puis après elle s'est dit, bon, après tout, on peut le refaire. Hein, c'est possible aussi. Peut-être que du point de vue de Géraldine, voilà, cette incohérence n'est plus incohérente. Ce n'est pas parce qu'après, elle a voulu qu'on recommence, que la première fois n'était pas accidentelle. Vous voyez? On a aussi retrouvé l'un de ses vêtements au fond de son sac de voyage. Oui, et alors, qu'est-ce que ça vient foutre là? Ça prouve que... ça prouve quoi en fait? C'est qu'ils ont été dans le même logement pendant 3 jours, et donc il y a eu des échanges de vêtements, on se plante, ça arrive, ok. Mais il n'y a aucun rapport là. Donc on a quand même des détails totalement inutiles. Hein. Et quand ça devient, disons, important, on n'a aucun détail. Hein, ils ont une relation sexuelle, ok, et donc, c'est-à-dire... Enfin, quand je l'ai confrontée, elle m'a assuré que ce n'était pas si grave parce qu'il n'y avait pas eu de pénétration génitale. Elle m'a aussi dit qu'elle avait utilisé mon compagnon pour retrouver une affection qu'elle n'obtenait plus dans ses autres relations. On a eu parole rapportée, quoi. Hein, là, tant qu'on n'a pas la version contradictoire, ben, ça vaut pas grand-chose. Hein. Donc, Géraldine aurait dit qu'il n'y a pas eu de pénétration génitale, pas de pénétration génitale. Visiblement, il n'y a pas de contradiction de la part de l'accusatrice et donc de la victime présumée. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu? On sait ce qu'il n'y a pas eu, mais on ne sait pas ce qu'il y a eu. Mon compagnon l'a vécu comme un traumatisme. Ah, donc là, on est bien dans la rhétorique du ressenti. Il l'a vécu comme tel. Il a quitté en urgence Pékin, ne supporte plus d'y mettre les pieds et souffre de nombreux flashs/cauchemars. Aussi, elle l'avait influencé pour qu'il écrive un message de rupture et l'avait écrit en partie à sa place. Oui, bah ça aurait peut-être pas été une mauvaise idée. Hein.
on verra plus tard si c'est une bonne idée de la plaquer ou pas, cette fille. J'ai appris également que Géraldine s'était glissée dans son lit, nue, pendant qu'il dormait, donc sans son consentement. Là on a des faits précis. Hein. Là, on a des faits. Mon compagnon pense se souvenir de caresses, mais n'en est pas vraiment certain puisqu'il dormait. Bon, bah ça, là, quand on a des faits précis, voilà, elle s'est glissée nue dans son lit pendant qu'il dormait, c'est tout. Est-ce que c'était avant ou après ce qu'elle qualifie d'agression sexuelle? Ça peut être important, on ne sait pas. Ça, voyez-vous, c'est pour ça que c'est important de faire appel à des professionnels, comme par exemple porter plainte, hein, parce que un professionnel, il va poser des questions. Hein. Là, moi, par exemple, j'aimerais savoir quand est-ce qu'elle s'est glissée dans son lit. Est-ce que c'était avant la relation sexuelle ou après? Parce que si elle s'est déjà glissée dans son lit avant et que le mec, il n'a pas protesté, ça crée un contexte, en fait. Imaginons cette situation. Hein. Elle se glisse d'abord dans le lit d'un mec et puis toute nue, et le mec, elle se fait pas rejeter. Bon, bah, c'est normal qu'après, elle tente un peu plus. Donc ça crée, hein, ça peut créer un contexte qui peut laisser penser à une possibilité, à une ouverture, et finalement à un consentement. Le problème, c'est que là, on ne sait pas quand est-ce que ça s'est passé. Elle n'a jamais admis ces faits directement, et je n'ai aucune preuve, aucune autre preuve que ce message, issu d'une de nos dernières conversations Messenger. Suite à ces événements, mon compagnon est parti précipitamment de chez elle, et elle nous a bloqués tous les deux. L'accusée Géraldine dit « Je crois que Patrick s'est senti abusé et utilisé par moi, je suis mortifié et en larmes », ce à quoi l'accusatrice répond juste « Oui, je suis mortifié et en larmes ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est l'expression de remords. D'accord? C'est important de le préciser. Hein. Et donc, d'après la version de l'accusé, il y aurait malentendu. Voilà, je crois que Patrick s'est senti utilisé et abusé par moi, hein, abusé et utilisé par moi. Donc il y a vraiment, voilà, elle reconnaît au moins le ressenti de la victime présumée, et elle a des remords. Je lui dis, bah, c'est plutôt bon signe en fait. Ça ne la présente pas comme quelqu'un de mauvaise, si vous voulez. Ensuite, autre fait, je ne parlerai pas pour les victimes et ne divulguerai pas leur identité, n'ayant pas leur accord, mais tu vas quand même parler pour les victimes. Hein. Cependant, Géraldine m'a déjà fait des aveux comme étant autrice de violences conjugales, coups pendant des crises et de viols. Elle s'est notamment plaint auprès de moi qu'une de ses victimes lui rappelait, entre guillemets, trop souvent avoir été violée par elle, et que c'était, entre guillemets, quand même blessant de l'entendre tout le temps. Donc là, elle est présentée comme une grosse connasse. Non, c'est juste avant, on a une femme qui exprime des remords, et là, subitement, elle devient une grosse connasse. Bon, là, on est sur une parole rapportée. On ne sait pas quand est-ce qu'elle aurait dit ça. On a un usage de guillemets pour faire croire, hein, pour faire croire, comme si on avait une citation, mais bon, c'est pas une citation, c'est elle qui prétend qu'elle a dit ça. On ne sait pas, en fait, si elle a vraiment dit ça, parce que ça paraît bizarre. Oh là là, j'ai commis des viols, il y a une de mes victimes, elle me rappelle trop souvent que je l'ai violée, quand même, c'est blessant. C'est, waouh, c'est hyper violent, c'est tellement énorme que, en fait, c'est un peu difficile à croire que quelqu'un aurait dit ça. Et quand est-ce qu'elle aurait dit ça? Dans quel contexte? Dans quelle situation, en fait? Parce que si elle lui a vraiment dit ça, mot pour mot, c'était quand? Est-ce que c'était après qu'elle l'ait accusée? Non. Hein, ça paraît très bizarre, hein, que non seulement on l'accuse, oui, dis donc, t'as fait des trucs à mon mec, et puis elle rajoute, ah bah ouais, c'est pas la première fois. Non, ça fait bizarre, donc ça viendrait d'où, hein, ces aveux, entre guillemets, hein, on en reparlera. Donc elle aurait parlé d'avoir déjà commis des viols, ça serait peut-être avant, et donc, peut-être, on ne sait pas, mais si je suppose qu'elle a déjà avoué avoir commis des viols alors quand elles étaient amies, et donc avant que Patrick ne vienne chez elle, ça signifierait quoi? Est-ce que ça signifierait que Brigitte a laissé son mec tout seul chez une femme qui lui a déjà avoué avoir commis des viols?
c'est bizarre comme situation un peu, je trouve. Donc on a des déclarations qui sont vraiment étranges. Maintenant, les aveux. Elle a avoué avoir commis des viols. Hein. Alors, les aveux. Donc c'est elle c'est l'accusatrice qui prétend que l'accusé a déjà avoué des viols. Alors, les aveux. Les aveux ne sont pas une preuve de culpabilité. Hein. Ce n'est pas parce qu'on se sent coupable qu'on est coupable. Hein. On peut tout à fait avoir mauvaise conscience d'avoir fait quelque chose alors que c'était tout à fait légitime. On n'a aucune raison, disons, morale, selon... Ça dépend de la morale, évidemment, mais on n'a en fait aucune bonne raison de se sentir coupable. Mais on se sent quand même coupable. Vous allez avoir, par exemple, des victimes de viol qui pourront se sentir coupables hein, d'avoir poussé leur violeur dans ses pulsions. Hein, ah, mais de toute façon, c'est normal qu'il se soit comporté comme ça. Je l'ai excité à cause de mon décolleté. Hein. Il pourrait y en avoir qui disent ça, hein, de façon un peu moins grossière, mais vous voyez l'idée. Hein. On pourrait se sentir coupable de ne pas s'être assez défendu, par exemple. Mais c'est pas parce qu'on se sent coupable qu'on l'est, en fait. Donc peut-être que Géraldine se sent coupable de quelque chose, alors que, en fait, pas du tout. Elle n'a pas à se sentir coupable. Pourquoi? Il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Là, on parle d'une féministe queer qui est accusée. D'accord? Et vous n'ignorez pas que dans ces milieux-là, il y a quand même une conception du viol qui parfois peut être qui peut aller un peu loin, si vous voulez. Dans des cas extrêmes, par exemple, vous allez avoir des gens qui vont dire que, étant donné que dans cette société hétéronormative, ce qui est vrai, hein, dans cette société hétéronormative, les gens sont poussés à être hétérosexuels, on ne leur laisse pas le choix, on est éduqué comme tel, et à partir de ça, hein, ça va être considéré comme une contrainte psychologique, une pression sociale, et donc si on a une relation sexuelle hétérosexuelle, c'est forcément un viol. Il y a vraiment, c'est extrêmement rare. Je prends un exemple un peu extrême, mais il y a des gens qui peuvent défendre cette idée-là. Hein, que toute relation sexuelle est de toute façon un viol parce qu'on est poussé à avoir des relations hétérosexuelles. On est contraint par la société. On va avoir des gens qui vont considérer que la prostitution ou la pornographie, c'est du viol tarifé. Ça, c'est un peu plus fréquent hein, chez les abolitionnistes. On peut trouver des gens qui vont défendre cette idée que, de toute façon, les femmes qui font du porno ou encore pire de la prostitution sont contraintes hein, par la société, par leurs conditions sociales. Elles n'ont pas le choix hein, que de se prostituer et donc selon leur point de vue, étant donné qu'elles n'ont pas le choix de se prostituer ou de faire de la pornographie, une relation sexuelle quand tu n'as pas le choix, quand tu es sous la contrainte, ça va être considéré comme un viol. Et là encore, bon, c'est sujet à débat, on va dire. Et enfin, on va avoir d'autres gens dans les milieux féministes radicales, féministes queer, qui vont défendre que à partir du moment que tu n'as pas demandé avant, si tu t'es pas, comme elle l'a dit, si tu t'es pas assuré du consentement, c'est un viol. Que si ton ou ta partenaire a dit oui, mais en fait, pensez non parce qu'il ou elle s'est senti sous la contrainte pour X raisons, et sachant qu'il n'y aurait pas de mauvaise raison de se sentir sous la contrainte, alors c'est un viol. Et qu'ainsi, il faudrait, avant d'avoir une relation sexuelle, il faudrait non seulement demander l'autorisation, il faudrait vérifier oralement un consentement, mais même si tu as un consentement oral, il faudrait faire une analyse psychologique du contexte, de la personne, de voir si elle n'a pas des troubles d'ego, de voir si elle n'a pas des problèmes d'amour-propre, qui l'aurait poussé à te dire oui alors qu'en fait elle ne voulait pas vraiment, parce que sinon c'est un viol. Et donc on a toute cette conception des choses là qui va être défendue et des gens vont être tout à fait convaincus de ça. Et tu vas avoir certaines personnes qui seront capables de se remettre en question, qui vont intégrer cette conception du viol un peu très radicale, sans aucun compromis, quoi, hein, sans aucune mesure, et qui vont l'intégrer et se remettre en question, et se dire « Ah ouais, ah mais si ça, c'est un viol. » La fois où j'ai demandé à mon mec d'avoir une relation sexuelle, et puis il a dit non, et puis j'ai insisté, et puis après il a dit oui, oh merde,
je l'ai violée alors. Et tu vas avoir des femmes notamment, hein, c'est peut-être le cas de Géraldine, c'est une hypothèse, hein, c'est peut-être le cas de Géraldine, il peut y avoir des gens qui vont comme ça se remettre en question. Et là, tu commences à te dire, hein, en ayant intégré tout ça, tu vas te dire, ouais, c'est possible, si ça c'est un abus, c'est possible que j'ai déjà commis des abus. Et là, tu vas le dire à ta pote, autour d'une tasse de thé, et ensuite ta pote, elle va te balancer sur Internet en disant que tu as avoué un viol. On remarquera notamment, en tout cas, que ça va être les gens qui se remettent plus en question, donc finalement les gens qui sont, de mon point de vue, plutôt les plus sympas, finalement, hein, qui vont intégrer cette conception des choses, qui vont plus facilement se remettre en question, et qui seront les premières victimes, finalement, de ces dénonciations publiques. Parce que, évidemment, si tu ne te remets pas en question et que, bon non, moi j'ai toujours été très bien avec tout le monde, j'ai absolument aucune chose à me reprocher, évidemment tu vas jamais rien avouer, et donc on pourra jamais t'accuser d'avoir avoué quoi que ce soit. Alors que ça ne veut pas dire que c'est pas parce que tu n'avoues rien que tu es responsable de rien. Et de la même façon, et inversement, c'est pas parce que tu avoues que tu es vraiment responsable de quelque chose. Deuxième argument pour relativiser cette idée qu'elle aurait avoué un viol, ou même plusieurs, voilà, il y aurait d'autres victimes de viol, hein, et elle l'aurait avoué. Je vais vous donner un exemple. Dernièrement, il y a un rappeur qui s'appelle L'Homme Pâle, L-O-M-E-P-A-L, qui est là il y a quelques jours, hein, qui a été accusé donc de viol. Il aurait accusé d'un viol pour des faits qui remontent à 2017. Il y aurait eu une plainte en 2020, et là en 2023 ça sort publiquement, l'information est rendue publique. Bon. Et donc le mec, le rappeur, a fait une déclaration publique qui a choqué beaucoup de gens, dans une déclaration dans laquelle il dit, je vous mets un screen, un exemple d'une des réactions, mais il y en a eu des centaines comme ça. Donc il a dit, hein, dans sa déclaration, il a dit « J'ai eu de nombreuses relations, des rencontres de fin de soirée, où on fait l'amour sans se connaître. Il peut y avoir des incompréhensions, des perceptions différentes. » Et donc là, la personne sur Twitter réagit en disant « Des perceptions différentes, c'est une manière d'avouer de multiples viols. » Donc, si on dit des fois, il peut y avoir des malentendus, ce qui est juste une banalité, hein, une évidence. Si on dit ça, c'est déjà considéré comme un aveu de viol. Ça peut peut-être remettre en question, hein, ces affirmations-là de Brigitte qui dit « Ouais, elle a avoué des viols ». Ça se trouve, c'est pas du tout ça ce qu'elle a dit, vu qu'on peut tout à fait dire des choses qui ne sont pas des aveux et qui vont être considérées comme telles. Et en l'occurrence, dire des fois, je précise quand même, hein, dire qu'il peut y avoir des perceptions différentes, finalement des malentendus quand on couche avec quelqu'un, notamment la première fois, des soirées, tout ça, c'est une évidence en fait. C'est une évidence, parce qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes limites, on n'a pas tous la même façon de les communiquer. Quand on parle de sexualité, que ce soit en public ou en privé, dans la sphère intime, on va tourner autour du pot, on ne va pas dire les choses directement, hein, par pudeur. Hein, on va utiliser des formulations un peu qui sont de l'ordre de l'implicite. Hein. On comprend, il faut à chaque fois, quand on parle de sexualité, il faut à chaque fois lire entre les lignes. Hein. J'illustrerai avec une anecdote. Une fois, j'étais avec une femme qui était sur moi, on était tout nus, hein, on se frottait, et je lui ai dit « J'ai envie de toi ». Et elle m'a répondu « Quand tu dis j'ai envie de toi, est-ce que ça veut dire que tu as envie d'une pénétration ?» J'ai eu un petit moment de flottement, parce que ça m'a un peu paru bizarre, hein, et j'ai répondu oui. Bon. C'est bien ce que je voulais dire, mais c'est peut-être pas forcément clair. Et en effet, quand je dis « j'ai envie de toi », qu'est-ce que ça veut dire concrètement en fait, hein, et donc on parle toujours comme ça quand on est au lit. Quand on parle de sexualité, c'est toujours de l'implicite, c'est toujours, hein, et donc forcément ça peut impliquer des malentendus. Ça c'est une évidence ce que je raconte, c'est juste évident. Mais dire cette évidence, cette banalité, c'est déjà considéré comme un aveu de viol, ce qui est peut-être un petit peu excessif. Donc on peut peut-être remettre en question, hein, quand quelqu'un dit « Ah, c'est bon, il a avoué », ça se trouve même pas en plus.
si ça se trouve, c'est même pas un aveu. C'est donc non seulement avec les aveux, qui sont... Il n'y a aucun juriste qui vous dira « Ah, c'est bon, il a fait ses aveux, il n'y a pas besoin d'enquêter. » Non, ça c'est fini. Ça c'était sous l'Ancien Régime. Ça c'était l'Inquisition. Hein. Il a avoué, c'est bon. Il a avoué avoir pactisé avec le diable. Ok, c'est qu'il a pactisé avec le diable. Pas besoin de vérifier. Donc non seulement quand on prétend que quelqu'un a avoué, ça se trouve, il n'a même pas avoué. Et en plus, peut-être que si cette personne a avoué quelque chose, parce qu'elle se sent coupable, parce qu'elle pense qu'elle est coupable, en fait, si ça se trouve, c'est même pas le cas. Parce que, à cause de la pression sociale, à cause de notre vision des choses, à cause de manipulation psychologique par d'autres personnes, on peut croire être responsable alors qu'on ne l'est pas. Et donc, mais là, tout le monde, hein, pour en revenir à l'accusation de la jeune femme, jeune 30 ans, non, plus très jeune, 30 ans. Pour en revenir à l'accusation de Géraldine, hein, de cette féministe queer, on lui fait dire des aveux, comme ça, un peu gratos, et on est censé prendre ça pour argent comptant, quoi. Conséquence, comme je l'ai dit, mon compagnon a quitté Pékin, son syndrome de stress post-traumatique s'est empiré, et pour ceux qui ont suivi mon compte récemment, il est actuellement à 2 doigts de finir à la rue à cause de cette histoire. Quel est le rapport ? Quel est le rapport? De mon côté, je commence à développer... Ah, ben voilà, on y vient. Je commence à développer une dépression sévère et un burn-out à force de courir partout pour essayer de rattraper les dégâts qu'elle a causés. Donc, Géraldine, qui l'accusait que Brigitte cherche à un peu trop se faire passer pour une victime. Ah bah tiens, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, depuis que mon mec a été agressé sexuellement, je fais une dépression sévère et un burn-out. Ah, c'est pas toi la victime, là, en fait. C'est... Hein, ouais. Inversons les genres. Vous auriez un mec qui dit ma meuf, ma femme, mon épouse a été violée, oh là là, qu'est-ce que je souffre. Mais ta gueule, c'est pas toi la victime de l'histoire, là. Donc là, elle se fait passer pour une co-victime, finalement. Hein. Nous avons été obligés de placer notre chien en famille d'accueil, n'ayant aucun endroit pour l'accueillir. Même le chien, quoi. Même le chien, il y passe. C'est qu'est-ce qu'il vient foutre là, quoi. C'est, je veux dire, oh là là, c'est à cause d'elle, son chien est en famille d'accueil, quelle connasse. Non, c'est, voyez, on rajoute des trucs qui, c'est absurde là. Là, c'est absurde. Géraldine est peut-être une personne malade, mais ses agissements sont dangereux. Quoi? Quels agissements? Elle s'est, enfin, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'il y a de dangereux? Elle s'est glissée, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle s'est glissée dans le lit d'un mec en étant toute nue pendant qu'il dormait. Enfin, c'est pas dangereux en soi. C'est tout ce qu'on a comme matière. Non, ces agissements sont dangereux, c'est totalement gratuit. Et on se sentait vraiment peu à l'aise à l'idée qu'elle ait une audience aussi large, alors qu'elle est capable, volontairement ou non, d'abuser de personnes en situation de faiblesse. Ça, on n'a aucune démonstration de ça. On n'a rien. C'est rien du tout. Et là encore, hein, elle présente Patrick comme quelqu'un en situation de faiblesse, mais elle va quand même le balancer sur Internet comme étant quelqu'un de violent, manipulable, extrêmement fragile, etc., etc. Elle aussi, elle abuse de lui, je pense. Je lui souhaite de se soigner. Non, c'est pas vrai, elle ment. Je lui souhaite de se soigner et qu'elle ait le recul nécessaire pour ne jamais recommencer de tels agissements, mais pour nous, c'est déjà trop tard. Elle a détruit une partie de notre vie. Merci de votre lecture et de relayer. Cœur. Bon, ce dernier tweet, là, la conclusion, je lui souhaite de se soigner, qu'elle ne recommence pas, etc. Non, c'est mort. Là, elle va devoir soigner au minimum une dépression, en fait. Hein, parce que là, tu es en train de l'afficher publiquement à des centaines de milliers de gens comme étant une agresseuse sexuelle, alors qu'il n'y a rien qui permet de l'affirmer. Comme une violeuse qui aurait avoué des viols alors qu'il n'y a rien qui permet de l'affirmer. Elle perd clairement, non seulement elle est coach, elle fait un peu de développement personnel, de psycho, féminisme, tout ça. Et donc là, c'est mort. Je veux dire, c'est qui voudra aller se faire aider par une femme accusée d'être une prédatrice sexuelle, bon, personne. Donc là, son boulot de coach, c'est foutu. Et elle se fait virer des milieux féministes queer.
Donc tu ne l'aides pas, en fait. Ça ne va pas l'aider à se soigner si jamais elle en avait besoin. Et puis, bon, bah là, elle a détruit une partie de notre vie. On est dans l'excès. Hein. Il n'y a aucun sens de la mesure, non. C'est se glisser dans le lit d'un homme tout nu, en étant toute nue, ça ne détruit pas sa vie. Ils ont eu une relation sexuelle, on ne sait pas comment, pourquoi, enfin, pourquoi, j'imagine pourquoi. Mais comment, quelles sont les circonstances, en fait, on ne sait pas. Hein. On n'a rien du tout. Et malgré cela, Géraldine serait responsable d'avoir jeté à la rue sa victime, elle serait responsable d'avoir placé leur chien en famille d'accueil, elle serait responsable de trauma, elle serait responsable qu'il ait quitté la ville, tellement c'était horrible, il avait vécu une situation tellement horrible. Mais quelle situation? Quelle situation? Parce que si la victime est vraiment une personne traumatisée, je n'ai pas de raison de douter de ça, hein, le problème avec les personnes traumatisées, c'est qu'ils vont être trigger, en fait. C'est un peu le principe. Hein. Un trigger, c'est quand on réagit à une situation, par exemple, qui nous rappelle notre trauma, hein, sans avoir de bonne raison. Et ça va être, par exemple, un vétéran de la guerre qui est tétanisé par un feu d'artifice. C'est pas la faute du feu d'artifice, en fait. Hein. Et ça ne veut pas dire que le feu d'artifice, il est méchant, en fait. Donc les gens qui ont lancé le feu d'artifice, c'était fait exprès pour le traumatiser, ou que c'est leur faute si le type, il est tétanisé par le feu d'artifice. Non, c'est juste que le feu d'artifice, c'est un trigger qui lui rappelle quelque chose. Donc là, il faut se méfier. Hein. Peut-être, c'est une hypothèse, si le type il est traumatisé, peut-être qu'il a vécu en effet quelque chose, mais sa réaction, son ressenti, ne justifie pas forcément que la situation était violente. C'est pas parce qu'il a vécu comme tel. Peut-être qu'il a été trigger par quelque chose, possible, hein, mais ça ne signifie pas que la situation était violente, en fait, ou abusive. Quelques jours plus tard, je crois 3 semaines plus tard, l'accusatrice a fait un autre thread pour dire, en s'auto-citant, pour dire ce qui est chouette. Non, entre parenthèses, c'est qu'on n'a toujours pas eu d'excuse de cette pétasse. Alors on change de ton. Hein. Je pense que l'insulte misogyne, c'était peut-être pas nécessaire. Mon compagnon, qui avait enfin réussi à gérer ses crises psy et à ne plus lever la main sur moi, est redevenu violent à cause d'elle et du trauma. Waouh. Ah oui, entre-temps, il a fait une tentative de suicide. Hein. Quelques jours après ce trade, il a fait une tentative de suicide. Reprenons hein, cette histoire de tentative de suicide, qui a, ça a encore empiré. Et puis l'accusée, Géraldine, a été jugée responsable de sa tentative de suicide. Moi, ça me dérange pas mal parce que, vous avez vu là, pour le dernier message, on est quand même dans l'excès. L'accusatrice dit « elle a détruit une partie de notre vie ». Alors, imaginez la situation. Vous êtes quelqu'un de fragile. Ok. Traumatisé, tout ça. Vous vivez un événement qui vous met au minimum mal à l'aise. Et là, vous avez Géraldine qui dit « ça a détruit une partie de notre vie ». Tu m'étonnes que le mec, ensuite, il fasse une tentative de suicide, en fait. Parce qu'elle, elle n'est pas vraiment soignante. Elle est totalement antithérapeutique. Au lieu d'essayer de soigner les choses, de les réparer et d'agir avec mesure, elle va, donc l'accusatrice, hein, Géraldine, elle empire la situation. Elle va présenter cette situation comme étant vraiment horrible. Elle a détruit une partie de notre vie. Hein, on souffre, on souffre, on souffre. Et puis on a mis notre chien en famille d'accueil. On souffre, on souffre. Hein. C'est quand même très mauvais de se complaire dans la souffrance. Et deuxième problème, là on voit que dans ce nouveau thread, qu'est-ce qu'elle dit hein, donc mon compagnon est redevenu violent à cause d'elle et du trauma. Qu'est-ce qu'elle nous disait tout à l'heure hein, tout à l'heure elle nous disait qu'il fallait qu'il soit responsable de ses actes, responsable de sa violence. Et là bizarrement il n'est plus responsable de sa violence, c'est à cause d'une autre femme. S'il est violent, s'il la tape en fait, c'est à cause d'une autre femme.
C'est à cause de Géraldine. C'est pas très cohérent, je trouve. C'est bizarre. Hein, que subitement, sa violence, ce n'est plus de sa faute, c'est à cause de Géraldine. Qui, je le rappelle, lui reprochait d'être un petit peu trop contrôlante. Hein. On rappelle aussi qu'à la base, le mec voulait partir. En fait, il voulait peut-être s'enfuir. En tout cas, il ne voulait plus, il ne voulait pas rentrer chez elle. Si on accepte l'hypothèse qu'on est face, que l'accusatrice là est une personne qui a un homme peut-être sous son emprise, ça se tient. Ça se tient. Parce qu'on a une femme qui la connaît depuis 6 mois qui dit qu'elle est trop contrôlante. On a des faits qui montrent qu'elle est dans le contrôle, et on a des événements qui sont tout à fait à son avantage. Imaginez la situation, le mec là, fragile, ne veut plus rentrer, ne veut pas aller rentrer chez elle, et là qu'est-ce qu'elle fait? Elle profite d'une situation, hein, et elle peut lui dire « Hey, t'as vu la dernière fois que t'as voulu partir? Tu t'es fait violer! Et ça a détruit une partie de notre vie! Allez, reste avec moi, je vais bien m'occuper de toi, hein, mon bon con, là, bien, hein, violent et idiot, hein? Voilà. Ça se tient. On n'a toujours pas eu d'excuse de cette pétasse. Je rappelle qu'elle exprimait des remords, hein, mais les remords, c'est pas suffisant. Hein. Donc, imaginez la situation. T'as une meuf qui t'accuse d'avoir fait des trucs à son mec, on sait pas trop quoi. Elle précise agression sexuelle, elle dit mais quoi, où est l'agression, on ne sait pas. Donc tu exprimes des remords, puis elle te balance sur internet en te présentant comme une agresseuse sexuelle. Elle te fait perdre ton boulot, tu te prends potentiellement des dizaines de milliers de gens sur la gueule, et en plus, il faudrait que tu t'excuses. Faut peut-être pas pousser le bouchon de mémé dans les orties là. Hein. Non, là, ce qu'elle veut, en exigeant des excuses, il y a beaucoup de gens qui exigent des excuses par soumission, en fait, pour soumettre, hein, comme preuve de domination. Hein. Il y a beaucoup de gens qui s'excusent trop, bah, c'est les gens qui baissent la tête, qui disent « Ah, pardon, ah, pardon ». Vous savez, les gens qui s'excusent tout le temps, hein, dès qu'on leur dit un truc « Ah, pardon, désolé, ah, je suis désolé », c'est des gens qui ont un problème. C'est des gens qui se sont fait marcher sur la gueule sévèrement pendant longtemps dans leur vie. Hein. Donc, exprimer des excuses, ça peut être l'expression d'une soumission. Là, moi, je pense que c'est ce qu'elle veut, parce que à quoi ça lui servirait, là, des excuses? Elle lui a fait perdre son boulot, elle a déjà exprimé des remords, elle est présentée comme une agresseuse. Qu'est-ce qu'elle veut de plus? Non, elle veut l'écraser, là. C'est la 4e fois qu'il essaye de m'étrangler en un mois, à cause d'elle. Ces crises n'ont jamais été aussi violentes. Il la voit littéralement partout. Il me confond avec elle, il croit que je l'agresse, il me frappe pour se débarrasser d'elle, j'en peux plus. C'est du délire là. Non mais parce que si c'est vrai, je veux dire, pourquoi ce serait de sa faute? Il y a un moment, c'est peut-être un prétexte, non? Enfin, c'est peut-être un déclencheur, mais il y a un moment... Ouais, si je tape ma femme, mais c'est parce que j'ai été agressé sexuellement par une autre femme, c'est pour ça. Ça fait, non, ça tient pas, hein. Je n'arrive pas à croire que cette personne puisse, entre guillemets, prendre soin de sa santé mentale sans même nous avoir présenté des excuses, alors qu'on est en train de crever à cause d'elle. On est en train de crever. On est en train de crever. Les deux. Hein. Donc c'est pas... tous les deux sont... voilà, donc encore, elle par du nous, par du on, elle s'approprie hein, la victimisation, alors qu'elle est victime de rien, elle. Hein. À la rigueur, on peut dire qu'elle est victime de son mec, sûrement, hein, mais pas de Géraldine. Hein. Géraldine, t'es immonde. J'étais modéré dans mon trade. Oui, très modéré. J'étais modéré dans mon trade, mais là, je te le dis, je te hais. Je suis au bord du suicide. Tu sais, des fois dans la vie, faut savoir aller de l'avant. Hein. Je suis au bord du suicide et je me fais maltraiter parce qu'elle a clairement empiré l'état de mon compagnon. Il est lui aussi au bord du suicide. J'ai perdu mon chien. Non, sérieux, c'est une blague. Et en plus, j'ai perdu mon chien. Qu'est-ce qu'il va foutre là, le chien là? Tu l'as perdu où? Tu l'as cherché au moins? Vous voyez, c'est les gens qui sont comme ça dans l'excès, dans la victimisation, il y a toujours un moment où ils en font trop, quoi. Là, le truc du « Ah, en plus, j'ai perdu mon chien ».
et seulement du silence en réponse. Géraldine, tu es une ordure comme j'en ai rarement vu. Désolé pour le vent en public, désolé pour le ouin-ouin, je viens littéralement de me faire insulter et frapper pendant 2 h30 parce qu'il m'a prise pour elle et qu'il croyait que j'allais revenir le violer, j'en peux plus. C'est... ouais, non, mais c'est... Ça sert à... Ok, qu'est-ce que ça change là en fait? Je veux dire, c'est... Si elle s'excuse, ça va changer la situation? Non? Balancer ça sur la place publique, ça va changer la situation? Non, elle ne veut pas résoudre ses problèmes. Elle se complaît dans sa position, parce qu'elle ne fait absolument rien qui permet de la faire évoluer. Bon, c'est quand même mieux avec de la lumière. Moi, ce qui me dérange dans cette... une des choses qui me dérange, outre la méthode de la dénonciation publique, c'est qu'on a des éléments quand même qui sont absolument pas fiables. Hein. On a quand même une femme qui accuse une autre femme d'agression sexuelle sur son mec, un mec qui est présenté comme violent, qui est complètement discrédité, hein, qui est voilà, influençable, manipulable, c'est une pauvre merde, quoi, hein, il n'a absolument aucun crédit. Hein. Alors il a suffisamment, il n'a pas assez de libre arbitre, ni de force, finalement, pas physique, hein, mais de force mentale, pour éviter de se faire agresser sexuellement, mais par contre, pour accepter d'être exposé sur la place publique avec son dossier médical qui est exposé sur la place publique, avec ses actes de violence exposés sur la place publique, pour ça, par contre, ça va. Là, on n'a pas besoin de son consentement, ou en tout cas, on peut considérer qu'il est consentant pour ça, par contre. On a quand même des problèmes. Et on a une accusatrice qui n'est pas victime, mais qui se présente finalement comme co-victime, alors que se faire passer pour la victime, c'est un reproche qui lui a déjà été fait, et qui va n'avoir absolument aucune mesure hein, de la situation, qui déjà ne nous donne aucun détail des faits, on ne sait pas en fait ce qu'il s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment, elle s'est glissée toute nue dans son lit. Bon, c'est tout, ça c'est pas une agression sexuelle. Hein. Et donc, on a une accusatrice qui est vraiment dans l'excès et qui va dire que, voilà, cet événement-là, ça a détruit une partie de sa vie, de leur vie, hein, ça a détruit une partie de leur vie, à cause de ça, le mec, il a fait une tentative de suicide, à cause de ça, le mec, il est redevenu violent, il la frappe, mais c'est à cause de l'accusé, j'ai perdu mon chien, etc., etc. On est vraiment dans l'excès et dans une démarche qui est totalement antithérapeutique. Ça ne sert absolument à rien, hein. Elle ne va résoudre absolument aucun problème. Elle ne va que en créer encore plus et finalement on peut constater qu'on est dans une situation de complaisance avec ses propres malheurs et qu'on va vraiment accentuer ses propres malheurs hein, en allant jusqu'à prétendre avoir une partie de sa vie détruite. Alors que visiblement, t'étais déjà bien dans la merde avant, hein, on dirait. Donc peut-être que ça vient pas de là. Peut-être que c'est un prétexte, en fait. De la part de la victime présumée, on n'aura pas grand-chose. Hein. Il a un compte Twitter sur lequel il n'est pas actif. On a un message. Ça me fait beaucoup de mal de devoir en arriver à un call-out et j'ai pas les mots pour remercier ma compagne, mais j'ai besoin et envie de sortir du silence. J'en peux plus. C'est à peu près, donc... Le problème, c'est que, voilà, c'est... Comme je l'ai déjà dit, s'il n'est pas consentant pour une relation sexuelle, comment pourrait-il être consentant pour une telle situation, quoi, pour qu'on expose sa vie privée, intime, son dossier médical sur la place publique, et qu'on s'en prenne de cette manière-là à une femme qui est présentée comme une agresseuse sexuelle, au point de chercher, au point de lui faire perdre son boulot sur Internet. Hein. Ça tient pas, hein, cette histoire, ça tient pas. J'avais pensé à rajouter un autre thread où elle appelle les gens à lui demander des conseils, etc., en présentant à nouveau son mec comme extrêmement violent. Tout le monde lui a dit, bah, quitte-le ou allez voir des professionnels de santé. On n'a eu absolument aucune réponse, hein, rien du tout. Bon, ça serait un petit peu trop long de faire le point là-dessus. Je vais rajouter quand même deux tweets de l'accusatrice. Le premier, le 23 juillet, donc il y a quelques jours,
Trigger warning validisme. Mon copain qui a, enfin, parce que je l'avais déjà compris, avoué qu'il me traitait comme une handicapée et pas comme un être humain, avec tous les poncifs négatifs qui vont avec, parce qu'un handicap est forcément une charge dans ce prisme-là. Je vais gentiment me jeter d'un pont. Donc là, on a une hyperbole sur le suicide. Hein. Elle se sert ici du suicide. Ah, je vais me jeter d'un pont. Ah, mon mec, il m'a dit ça, je vais me jeter d'un pont. Mais surtout, ce qui me dérange, là, c'est que là, elle dit que son copain... Enfin, imaginez la situation. C'est vous dites un truc, mettons, voilà, maladroit au mieux maladroit, voire bon, validiste, à votre meuf, et ensuite, elle vous affiche sur Twitter, en fait, parce qu'on sait de qui elle parle, les gens le savent, en fait, qui est son mec. Et ensuite, elle vous affiche sur Twitter en disant que vous êtes validiste et que, oh là là, j'ai jeté d'un pont, mon mec, il m'a dit ça. Il y a un truc quand même très complaisant, en fait, hein, dans le fait d'afficher sa vie privée, le moindre événement, et comme ça de montrer une image quand même très négative de son mec. Il y a un côté vraiment de domination, en fait, hein, et d'expression de sa domination. Là, elle exprime surtout sa domination sur lui, hein, en se faisant passer pour la victime. Hein, mais c'est pas parce qu'on se fait passer la victime qu'on n'est pas le bourreau de l'histoire. D'accord? Donc c'est quand même étrange, hein, comme méthode. C'est suspect et elle n'est pas fiable du tout. Hein. Avant d'en arriver à la conclusion, de faire un petit peu le point, on va regarder quelles sont les réactions, parce qu'elles sont très intéressantes. Déjà, j'ai pas vu, peut-être que ça a été bloqué, j'en sais rien, mais j'ai pas vu de contradiction, en fait. Déjà, on n'a pas la version de l'accusé, déjà, tout le monde s'en fout. Et tout le monde s'en fout. De toute façon, voilà, elle est dangereuse, et puis elle a des problèmes dans sa tête, donc elle est discréditée d'avance. Hein, voilà. Et dans les réactions, il n'y a pas de critique. C'est vraiment affolant, hein, qu'il n'y ait pas de critique. On a par exemple quelqu'un qui dit « Merci beaucoup pour ce trade. Me connaissant, j'aurais un jour ou l'autre proposé ou accepté de boire un verre avec elle et j'aurais clairement pas supporté de subir ce que toi et ton compagnon avez subi. » Quoi? Déjà, elle n'a rien subi, hein. Donc on voit comment ça a été reçu. On sent qu'il y a deux victimes. Alors si c'est vrai ce qu'ils disent, il y a eu agression sexuelle, il n'y a qu'une victime. En fait, hein. La compagne, l'accusatrice n'est pas victime, d'accord? Mais il y a eu une réception par beaucoup de gens qu'en fait, il y a deux victimes. Donc ça a bien marché, hein, son truc de se faire passer pour la victime, ce qui confirme quand même les accusations portées par Géraldine. Hein. Et on a cette idée que l'accusée, Géraldine, tu vas boire un verre avec elle et paf, elle te viole. C'est un peu étrange comme remarque. Comme s'il y avait un besoin de se sentir « Oh mon Dieu, j'aurais pu être victime, moi aussi. » C'est bizarre. Hein, et c'est aussi d'appuyer l'idée que l'accusé, c'est un monstre, en fait, qui saute sur tout ce qui bouge. Ça on y reviendra aussi. Alors, quelqu'un qui nous dit « Je vous crois et je vous soutiens, cœur bleu. Elle est ex-admin. » Alors là ça va être pas mal, tous les gens qui balancent des trucs. « Elle est ex-admin d'un groupe Facebook de rencontres queer. Créé, j'imagine, pour mieux prédater et capitaliser sur la communauté queer. La violence des accusations, ça a été créé, j'imagine, pour mieux prédater. Hein. Elle est très forceuse, MP non sollicitée à gogo et infiltrée des groupes en non-mixité pour faire sa promo, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça vient foutre là? Quel est le rapport? En quoi ça apporte le moindre élément sur voilà, fait de violence sexuelle? Rien du tout. On a juste des trucs qui n'ont aucun rapport, elle est très forceuse, ça revient souvent dans les reproches. Message non sollicité. Message privé non sollicité. Bah ouais, enfin... on ne peut pas te demander avant d'envoyer un message privé. Quand on parle à quelqu'un, on ne va pas demander avant, parce qu'à ce moment-là, quand on lui demande de parler, c'est qu'on lui a déjà parlé, donc il faudrait demander avant de parler, pour savoir si cette personne veut bien qu'on lui parle. Ah oui, mais ça n'a pas de sens. Alors là, je suis un peu premier degré, hein, comme... peut-être que par message non sollicité à gogo, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de messages privés, mais ouais, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Elle est accusée d'agression sexuelle, ah ouais, et puis en plus, elle m'a envoyé beaucoup de messages privés. Et alors, on remarquera le choix du lexique, prédater
Voilà, on est dans le procès d'intention. Elle est présentée comme une prédatrice sexuelle et l'infiltre des groupes en non-mixité, c'est-à-dire non-mixité de quoi? Parce que pour faire sa promo par exemple, elle infiltre. Qui infiltre? C'est les espions, des saboteurs qui s'infiltrent. Ce sont des gens qui sont malveillants pour le groupe dans lequel ils s'infiltrent. Donc on a cette notion qu'elle est forcément malveillante. Et que si tout ce qu'elle fait, c'est dans un but de prédation sexuelle. Et donc, toute son histoire, tous ses actes sont réécrits, sont réinterprétés de la pire des manières. Elle était ex-admin d'un groupe de rencontres queer, c'est pour prédater, c'est pour trouver des victimes, pour capitaliser sur la communauté queer. Hein. Elle était dans des groupes, elle s'est infiltrée. L'accusé, et ça c'est systématique, hein, dans toutes les dénonciations publiques, systématiquement, l'accusé devient un monstre, la bave aux lèvres, qui agresse tout ce qui bouge. Donc tout ça, c'est très problématique, hein, comme on dit. Hein. Tous les actes et tout le passé de la personne accusée sera réécrit de la pire des manières. Tout sera utilisé pour appuyer les accusations, alors même s'il n'y a aucun rapport. Voilà. Elle était ex-admin d'un groupe Facebook. Oh là là, c'est une preuve. Hein, non. Et en plus, on va considérer qu'elle n'a jamais fait partie de la communauté, en fait, parce qu'elle s'infiltrait. On parle ici d'une féministe queer qui a une certaine condition sociale. Elle fait partie de la communauté queer. Elle en fait partie. Mais là, on va réécrire l'histoire en prétendant que non, elle n'en a jamais fait partie, mais c'est juste qu'on ne le savait pas encore. Alors lui, il est beau, hein, pour avoir fréquenté une personne qui l'a fréquenté intimement, je confirme le gaslight et la manipulation. Soutiens à toi et à ton copain. Je confirme. Je suis l'ami d'un ami, je confirme. Mais t'es qui pour confirmer? Tu confirmes que dalle, c'est... Ah, moi aussi, j'ai entendu dire que les Américains sont jamais allés sur la Lune. Je confirme. Non, non, tu peux pas confirmer, t'es l'ami d'un ami. Là encore, on est dans la source absolument pas fiable, hein, de témoignages rapportés qui rapportent un témoignage. Hein, c'est l'ami d'un ami. Ah, ça c'est de la merde. C'est de la merde. Oui, d'après le voisin du beau-frère de la cousine, c'est vrai. Non. Alors, autre attaque, hein, autre réaction. Ça faisait un moment que je la voyais utiliser les groupes queer pour faire la promotion de son activité. Rien que l'idée de se faire de la thune sur le dos de notre communauté. Là encore, elle n'en fait plus partie et elle n'en a jamais fait partie. Faire de la thune sur le dos de notre communauté est répugnante, mais là c'est encore plus grave que ce que je croyais. Donc là, voilà, on rajoute une accusation. Elle se faisait de la thune. Hein. Elle avait un travail en lien avec le féminisme queer et... c'est mal de vivre de son activité, de vivre grâce à ses convictions, c'est mal. Hein, ce qui est une connerie, et ce qui n'a en plus aucun rapport. Donc on lui rajoute des charges comme ça. Hein. Même s'il n'y a aucun lien, on rajoute des charges, il faut absolument en foutre des tonnes. Pareil, ça fait un moment que je la vois chercher à s'infiltrer, hein, toujours ce lexique du procès d'intention, hein, et de l'exclusion. Elle cherchait à s'infiltrer dans tous les groupes et vouloir un peu se mettre au centre de tous les milieux santé mentale, militantisme. En même temps, c'était son boulot. D'ailleurs, c'est normal. Hein. À chaque fois que je consultais son contenu, je trouvais qu'il y avait un truc super weird qui en émanait. Donc là, on est sur du fiable, hein, sur du concret, constructif. Ouais, il y avait un truc. Je le sentais. Ah, je l'ai toujours su. Déjà, cette vibe giga, je fais ma pub à chaque occasion. Le fait qu'elle soit branchée giga dev, perso, coaching, mais que personne ne lui dise rien parce que queer, neuroatypique, la façon dont elle approche les gens, tout me malaise. Il n'y a aucun rapport avec le sujet. Il n'y a aucun rapport. Elle est accusée d'agression sexuelle, il n'y a aucun rapport. Et vous voyez que c'est super fiable, hein, comme accusation. Hein. C'est vraiment très concret, là. Hein. Et on lui reproche, ouais, dis donc, elle faisait sa pub de façon un peu lourde. Et ce qui revient souvent aussi, quand des gens sont dénoncés publiquement, c'est que tu as toujours des gens qui vont arriver pour dire « Ouais, moi je l'ai toujours su ». Bon, j'ai rien dit avant, hein, mais ouais, je l'ai toujours su, hein. Je le voyais. Il faut absolument se mettre en avant personnellement, dire « Ah,
je le savais, regardez-moi, regardez-moi. Je l'ai toujours su. Alors que non, c'est des conneries en fait. Et surtout, il n'y avait aucun rapport. Ça ne fait que confirmer tes mauvaises impressions en fait. Ça, c'est pas bon signe. Et là où c'est vicieux, c'est que si tu as des gens sur qui tu as de mauvaises impressions, il y a un truc qui sort sur eux, il y a des gens qui vont dire « Ah ouais, bah, ça se sentait. » Ok, mais par contre, s'il n'y avait rien, il n'y avait aucune mauvaise impression, ah là là, c'est la preuve que cette personne est une manipulatrice. Bon, pitch je gagne, face tu perds. Ah là, ça devient très intéressant. Pour ma sécurité, je ne dirai rien de mon identité, mais je fais partie de ces anciennes victimes. On parle d'agression sexuelle, là. Le sujet, c'est agression sexuelle. Et donc là, je fais partie de ces anciennes victimes. Elle a fait péter mon couple, qui s'est ressoudé après beaucoup d'efforts et voulait garder mon mec pour elle et se débarrasser de moi. Elle cible généralement des hommes manipulables en couple avec des femmes insécures et ensuite elle déstabilise leur union. Je connais aussi d'autres de ces victimes. Elle aime rabaisser les femmes insécures, MP si tu veux. Et on a l'homme présumé victime, on a Patrick qui trouve ça super intéressant et qui veut parler avec elle en message privé. Alors qu'est-ce qu'on a là? Là on a un truc qui pue bien la merde. Genre, vraiment. Non, déjà qu'on a pas mal de choses qui puent la merde jusqu'ici, mais là qu'est-ce qu'on a? On a une femme qui se présente comme victime dans un sujet d'agression sexuelle, donc un petit peu comme si elle était aussi, elle, victime d'agression sexuelle, alors que pas du tout. Elle est victime qu'elle a cherché à lui piquer son mec. Qu'est-ce que ça vient foutre là, en fait? Parce que même si c'est vrai, admettons, c'est une meuf qui a tendance à pas trop respecter les femmes les couples des autres femmes et à piquer des mecs. Ok, mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Mais ça va être utilisé pour appuyer et pour lui rajouter une couche sur la gueule. Et c'est là qu'on voit que ces histoires de dénonciation publique pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes, c'est un outil de lutte contre le patriarcat. On voit bien que là, on s'est un petit peu éloigné du sujet. À la base. Non, et si à la base, on dénonce publiquement des gens parce qu'ils sont puissants, on n'a pas d'autres moyens. À la base, normalement, c'était ça, en fait, l'idée de la justification au call-out. C'est ça, dans les milieux militants de gauche. La justification, c'est ça. Et là, on en est à balancer une meuf par une autre femme pour une histoire plus ou moins de tromperie, on ne sait pas trop quoi. Une femme qui est balancée sur la place publique, qui n'est pas une femme puissante, qui est au contraire une femme avec une condition sociale plutôt d'opprimée, largement, qui n'est pas une menace, qui n'est pas un danger, qui n'est pas une femme de pouvoir, et on l'accuse de piquer les mecs des autres. Ça sent pas trop le féminisme comme ambiance là, je trouve. Peut-être que j'y connais rien, mais moi il me semble que balancer sur la place publique une femme en lui faisant perdre son emploi parce qu'elle pique les mecs des autres, des mecs qui sont, voilà, c'est pas de leur faute parce qu'elle les a manipulés. C'est une femme manipulatrice, voleuse d'hommes. Peut-être que j'y connais rien, mais ça sent pas trop le féminisme là, en fait. Ça sent plutôt la misogynie, il me semble. Une autre réaction. Bizarrement, je suis pas étonné vu qu'elle follow énormément de gens problématiques, dont des violeurs, violeuses et pédos qui ont été call-out et certains ont même avoué. Donc là, on a encore le truc des aveux. C'est très important, les aveux. C'est preuve irréfutable. Bien sûr, bien sûr. Et l'argument là, c'est je suis pas étonné, elle follow des gens problématiques, dont des violeurs, violeuses et pédos. Ouais, comme qui c'est évidemment, vient avec des accusations comme ça, ouais, tu peux accuser pas mal de gens en fait. S'il suffit de juste un témoignage sans aucune matière, sans aucun fait concret, pas forcément de preuves, mais au moins des éléments concrets, une description qu'on puisse juger. Si même avec ça, on peut accuser quelqu'un d'être une agresseuse sexuelle, ouais, ça fait beaucoup d'agresseuses et d'agresseurs sexuels, c'est sûr. Donc forcément, tu vas te retrouver à en suivre avec un niveau comme ça.
Genre, là, elle suit des pédos. Pardon, enfin, moi, on m'a accusé de pédophilie, hein, pour avoir une relation avec une femme de 6 ans de plus que moi, une mère de famille de 40 ans, pour ça, on m'a accusé de pédophilie. Donc, pardon, je demande un petit peu plus d'éléments, si vous voulez. Moi, j'avais vu une dénonciation publique, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Il y avait une jeune femme de 19 ans, accusée de pédophilie pour une relation avec une fille de 16 ans. Ah, tu peux te faire traiter de pédo pour ça, hein. Faut se détendre, hein. Mais bref, là, l'argument, c'est quoi? Ah, bah, elle suit des gens qui ont été balancés, et donc, ça devient une preuve, c'est bien sûr. On a ça c'est Nathalie Wynne qui en parlait dans ses vidéos sur la cancel culture, qui est, moi je suis pas trop d'accord avec cette expression, je parle plutôt de pureté militante, mais là on est dans une sous-catégorie plus précise de cancel culture, c'est la cancel culture qui est justifiée par la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, hein, avec donc des particularités, mais comme la pureté militante, la cancel culture telle que décrite par Nathalie Wynne, qui n'est pas la même cancel culture telle que décrite par des gros cons de droite, hein, c'est pas la même définition. Dans la cancel culture, on a le déshonneur par association. Si tu suis une personne cancelée, alors tu te fais canceller aussi. Si tu suis une personne cancelée, alors tu es suspect. Hein, et alors là, si on t'accuse et que tu avais juste un like ou un follow sur une personne cancel, ah bah ça justifie qu'on te cancel aussi, ça va appuyer, ça va apporter une preuve supplémentaire, alors que c'est de la foutaise. Cette meuf dégoulinait de bonne volonté pataude. Je me disais bien qu'elle était trop vieille pour que ça soit de la maladresse. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? J'ai un peu réfléchi à ça, qu'est-ce que vous comprenez? Moi je comprends que c'est un procès d'intention, que la bonne volonté pataude, on comprend que voilà, c'est pas de la maladresse, et donc c'est de la manipulation. C'est qu'en fait, hein, si elle défend des causes, mais qu'elle ne le fait pas très bien, d'après cette personne, en fait, c'est parce qu'elle n'y croit pas vraiment, hein, et que tout ça, c'est de la manipulation. C'est ça, hein, qu'il faut comprendre, je pense. Et on a évidemment la précision. Je me disais bien, je le savais, je l'ai toujours su, hein, mais je ne l'ai jamais dit. Bon, hein, ça revient aussi systématiquement, les gens qui se mettent en avant, qui disent, moi je l'avais toujours su, mais j'ai jamais rien dit. Alors lui il est beau, elle est venue se follow près d'une dizaine de fois avant de s'unfollow, au cours de l'année passée, espérant clairement un follow back, je sais pas, bref, elle me paraissait à l'ouest, mais j'étais loin de la vérité. Un témoignage très constructif, hein. C'est ouais, elle m'a follow, et puis après je l'ai follow, et puis elle s'est unfollow. Ouais, ok. D'accord. C'était très intéressant, mon gars. Il y a eu plusieurs témoignages comme ça, enfin, témoignages. Le mot est un peu fort, peut-être. Plusieurs remarques comme ça de gens qui prétendent que voilà, elle follow, hein, elle suit des gens pour que les autres la suivent, et ensuite elle se désabonne. Je crois qu'il y a un autre commentaire qui sera plus clair là-dessus. Ah, lui, il est bien aussi. J'aimerais dire que c'est surprenant, mais c'est pas la première personne que je flaire. Voilà, toujours, je l'ai toujours... Hein, mais moi, je l'ai toujours su, je le flairais. C'est pas la première personne que je flaire comme panette dans le domaine avant que des choses fassent surface. Mais comme j'ai pas la bonne façon de communiquer dessus, smiley avec des yeux. Ah, ouais, j'ai toujours dit, mais on m'a pas cru parce que je l'ai pas bien dit. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Là, on a quelqu'un qui se sert de la situation pour se mettre personnellement en avant. Et avec la remarque, rappelez-vous, plus les gens disent être bienveillants, moins ils le sont. Qui est tout à fait logique. Bien sûr. Et donc toi, t'es bienveillant, tu peux répondre à cette question, est-ce que t'es bienveillant, toi? Non, non. Ah bon, donc t'es malveillant? Non. Ah, je ne la suivais pas parce que je sais pas. D'accord, très intéressant. Merci. Merci de ton témoignage. Tout sonnait red flag, et le peu qu'on a parlé d'elle me l'a confirmé. Donc là, on croit les gens sur parole, on écoute les rumeurs, ce sont des faits, hein, c'est la vérité, ça confirme. Je l'ai rencontrée il y a fort longtemps sur Parano, elle m'envoyait souvent des messages insistants ensuite pendant des années pour me complimenter, puis du développement personnel. Ça m'a toujours gêné et je l'avais supprimé, mais je ne pensais pas qu'elle était si suivie. Encore très, très constructif,
hein. On est tout à fait dans le rapport du sujet, en rapport avec le sujet des agressions sexuelles. Hein, voilà, et là, on a un truc... Géraldine, on va venir à Pékin te casser la gueule. Donc ça, c'est ce genre. Hein. Je vous mets pas les commentaires les plus violents qui sont juste de la haine. C'est pas intéressant, mais il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Mais c'est pas utile d'être là, de jouer à la victimisation non plus. Hein. Oh là là, les gens ils sont méchants. Bon, on va plutôt essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans la tête des gens. Hein. Ah oui, donc là, c'est l'accusatrice qui dit « Je suis à deux doigts de faire une tentative de suicide aussi, j'en peux plus, j'en peux juste plus. Cette meuf a détruit ma vie, et d'apprendre qu'elle a fait pareil, elle a détruit ma vie, hein, et d'apprendre qu'elle a fait pareil avec plein d'autres personnes, c'est en train de m'achever. Tu es entouré, elle a les traits d'une bonne perverse narcissique, un petit peu de psychanalyse, hein, et ces gens font beaucoup de dégâts. Donc là, on la met dans une case, comme ça, elle est discréditée. Non, mais c'est une perverse narcissique, c'est bon. Elle a fait pareil à plein d'autres personnes. Ouais, non, mais c'est les témoignages, c'est juste... Il y a des meufs qui ont dit « Ouais, elle a voulu me piquer mon mec, cette salope. » C'est pas être une victime, ça. Hein. Partager pour protéger vos proches. C'est une personne qui a pas mal de présence dans la communauté handi, dans la communauté des handicaps, quoi. Donc là, voilà, elle se fait exclure, cancel, au sens vraiment cancel culture... selon la définition de Nathalie Wynne. Là, on est sur du cancel. Hein. Elle se fait exclure de tous les milieux. Hein. Communauté queer, toute communauté handicap, globalement le féminisme et finalement tous les milieux de gauche, du militantisme sur Internet. Elle est grillée. Hein. Dans le but de partager vos proches, de partager pour protéger vos proches, comme si elle était une menace pour tout le monde, quoi. On est tous en danger en sa présence. Hein. Alors que bon, je sais pas moi, une femme qui va dans le lit d'un homme tout nu enfin toute nue et ça s'arrête là. Alors ok, y aller pendant qu'il dort, ouais, ça peut être questionnable, hein, d'accord, mais c'est pas dangereux non plus. C'est pas un viol, ça, hein, d'accord. Parce que sinon, y a cette conception des choses où tout devient très grave. Bah, la moindre action entreprenante, ça devient un red flag en fait, ça devient toxique, ça devient problématique. Donc voilà, donc si vous êtes une meuf qui vous glissez dans le lit d'un mec en étant toute nue parce que voilà, vous êtes un peu chaude et un peu entreprenante, vous risquez de vous faire accuser d'être une prédatrice. Hein. Alors que bon, moi j'ai envie de dire, j'ai plutôt envie d'encourager les femmes à se glisser toutes nues dans le lit des hommes. Hein. Quoi ? Sérieusement, moi je comprends que le mec, il ait pu se sentir mal, hein, parce que évidemment, si t'as pas envie et qu'il y a quelqu'un qui insiste, c'est désagréable. Hein, mais parce que le problème avec les critères de ces milieux féministes-là, sur Internet en particulier, c'est qu'il y a une conception du viol qui n'est juste pas applicable. Et moi j'ai eu des doutes. Hein, et comme sûrement Géraldine a intégré pas mal de ces concepts-là, de cette vision des choses, moi j'avais des doutes, et puis j'ai commencé à me dire, mais attends, mais si ça c'est une agression sexuelle, si ça c'est un viol, si dans ces conditions-là on est sur un viol, une agression sexuelle, sans prendre en compte l'intention de la personne, le contexte et la réalité de la contrainte, si on se contente du ressenti et en y allant à coup de procès d'intention et que toute personne accusée est forcément un prédateur sexuel, le problème c'est qu'avec ça, moi, j'ai fait un peu le point sur des événements de ma vie, et je me suis dit, mais attends, j'ai été victime d'agression sexuelle alors. C'est quand une meuf m'a fait ça, quand elle a insisté pour qu'on ait une relation sexuelle en me disant que ouais, quand même ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, tu m'avais dit qu'on le ferait plus souvent, et que j'ai fini par céder pour qu'elle me lâche, ou pour lui faire plaisir. Il y a plein de mecs qui pourront témoigner que ça leur est arrivé, mais moi je pense pas que ce soit un viol dans ces conditions-là. Mais si j'accepte les critères qu'on voit circuler dans certains milieux militants, si j'accepte ces critères-là, je devrais me considérer victime de viol. Pour ça et pour d'autres événements dont je ne donnerai pas de détails, parce que ça me regarde, mais
je devrais considérer voilà, que j'ai été agressé sexuellement et violé par 3 femmes différentes dans ma vie. Selon ces critères-là. Mais je pense pas que ça soit vrai. Je pense pas que ça soit le cas. Je pense pas que ces femmes sont des violeuses ou des agresseuses sexuelles et qu'elles ont un problème et qu'elles devraient se faire soigner. Et non, non, je pense que c'est un peu plus subtil. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le problème de ça, c'est qu'on va avoir des gens qui vont intégrer ces critères sans aucun compromis, et qui vont se remettre en question, et qui vont se dire « Ah, bah alors j'ai commis, moi aussi j'ai commis des abus », et qui vont le dire, et ensuite qui vont s'en prendre plein la gueule. Alors que si on regarde les faits, bah non, en fait. C'est... Non, doucement, c'est... Non, non. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Désolé, hein, mais à partir du moment où une personne blanche se proclame féministe, émet une grosse bannière Black Lives Matter, parce qu'elle a une bannière Black Lives Matter, BLM, hein, et qu'elle a une grosse bannière BLM, c'est red flag. C'est quoi le rapport? Alors, c'est une blanche qui se proclame féministe et qui est antiraciste, donc c'est louche. Donc voilà, ah bah oui, attends, on le sait que les blanches féministes antiracistes, c'est des violeuses. On le sait. Qu'elles agressent tous les hommes qui passent à leur portée. C'est connu, bien sûr. Je ne suis pas adepte du call-out, je n'en partage jamais, mais là, je ne peux pas faire autrement. Cette femme a du sang sur les mains. Ne la contactez pas, bloquez-la. Alors, je pense que dans le pire des cas, a priori, elle a peut-être tripoté le mec. Hein, mais en fait, quand on tripote un homme, c'est pas du sang qu'on a sur les mains. Hein. Donc là, on est dans l'excès. Elle a du sang sur les mains. Hein. Elle a détruit une partie de notre vie. Elle a du sang sur les mains. Non. Wow. Redescendez un peu là. Nous avons été mutus, cette femme et moi, dès le début, avec son message privé de présentation, elle m'a saoulé. Je lui ai dit et signalé comme spam, parce que copier-coller envoyé à chaque nouvelle personne suivie, je sais pas pourquoi je l'ai suivi. Et blablabla, et blablabla. On est encore sur, voilà, sur du fiable, mais aucun intérêt, quoi. Hein. Et apparemment, on est beaucoup à avoir du mal avec elle, et on ne s'est pas trompé, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si on est nombreux à avoir une impression, c'est que ça devient une preuve. Hein, c'est bien sûr. J'ai unfollow avant de faire le tour des mutus, faites tourner. Ah, donc la seule réaction, là, c'est on se désabonne, on dit à tout le monde de se désabonner, et c'est tout. Alors c'est voilà, c'est la façon de lutter contre une agresseuse sexuelle. Ah bon, on se désabonne. Voilà. C'est ouais, c'est vachement utile. Hein. Moi, je me suis désabonné au compte d'Émile Louis. Hein, dans ton cul, Émile. J'avais quelques red flags, forcing en message privé. Ça revient souvent. Hein. C'est tout à fait possible qu'elle soit lourde hein, dans sa façon de faire sa pub. Bon, ça n'a rien à faire là. C'est pas agréable les gens qui font leur pub. Donc on a toujours l'impression qu'ils forcent un peu. Toi. Déjà. Et il y a plein de gens, oui, il y a plein de gens qui forcent, toi, mais après, bon, là encore, qu'est-ce que ça vient foutre là? Qu'est-ce que ça vient foutre là? J'avais quelques red flags. Forcing en MP, coach, militante, mais manque de notions très magiques. Mais t'es qui, toi? T'es qui pour dire ça? Compte sur sa communauté pour s'éduquer. Le problème, c'était pas ça, mais elle me foutait un peu mal à l'aise. Soutien, évidemment. Donc là, on est sur du... Voilà. Elle me foutait mal à l'aise. On est sur... Ah, j'ai une mauvaise impression. Ça confirme mes propos. C'est tout ça, c'est systématique. Il y en a plein, des comme ça. Et ce qui me fait marrer, oui, elle manquait de notions très magiques, c'est-à-dire... ça me fait marrer de la part de cette personne-là, parce qu'elle donne des leçons, voilà, elle manque de notions très basiques, et c'est quelqu'un qui en même temps va parler de red flag pour parler de forcing en MP ou qu'elle est coach. C'est pas ça un red flag. Un red flag, ça va être par exemple un mec ou une meuf qui va surveiller ton téléphone pour savoir à qui tu parles, hein, qui va te demander où est-ce que t'es, qu'est-ce que tu fais avec qui, prouve-moi où est-ce que t'es, etc. Ça, par exemple, ça c'est un red flag. Hein. Être coach ou être lourde quand on fait sa pub, c'est pas un red flag. Donc, t'es qui, en fait, pour donner des leçons de militantisme alors que tu pervertis un concept important et utile comme le red flag, en fait. Donc, ferme ta gueule. J'ai des mutus en commun, faites attention à vous. Ah, voilà, donc on est toujours dans cette idée de la menace.
attention, si tu l'approches, elle va te violer, hein, elle va te sauter dessus, elle a la bave aux lèvres. Un jour, elle m'a follow back et elle m'a DM un long message pour me présenter son travail, à la suite de quoi je l'avais follow sur Insta, puis elle m'a unfollow. On est où là? On est au collège. Je l'avais DM pour lui dire que je me sentais bien conne et elle m'avait dit qu'elle ne comprenait pas Smiley Clown. Qu'est-ce que ça vient foutre là? Elle m'a follow, et puis alors je l'ai follow et ensuite elle m'a unfollow. Là, je me suis senti bien conne. T'as 12 ans. Mes frères, c'est quelle sombre pute. D'accord. Je RT au cas où, je retweet au cas où. Perso, je ne l'ai jamais rencontrée IRL, mais elle m'avait follow et contacté par des messages privés pour me faire sa pub. J'ai jamais répondu et elle m'a unfollow du coup. Smiley gêné. Mais j'avais quelques doutes sur ses intentions et je l'avais masqué. Du coup, je peux unfollow. 3615 My Life. C'est intéressant, hein. Et donc, ça c'est des gens qui vont juste... ah bah ouais, je l'ai follow, elle m'a unfollow, c'est bien la preuve que c'est une violeuse. Quoi? Ce matin, j'apprends qu'un call-out a été fait concernant Géraldine. Pour celles et ceux que ça intéresse, vous pouvez trouver le thread ici. Comme d'hab, je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois les victimes. Alors, si vous racontez vos malheurs à quelqu'un, à votre ami, hein, que votre ami vous répond « Je ne sais pas si ce que tu dis c'est vrai, mais je te crois », attends, tu me crois? Oui. Mais tu sais pas si tu dis pas que c'est vrai? Non, je sais pas si c'est vrai, mais je te crois. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et à un moment, va falloir choisir, en fait, entre la présomption d'innocence et le dogme militant de croire les victimes sur parole. Et à un moment, va falloir choisir, en fait. Hein. Soutien plus que tout, cœur pourpre. Envie de crier les white femmes, encore et toujours, encore et encore en action. Smiley, tête de mort. Les white femmes. Hein. Donc, white femme, ça renvoie donc au white feminism. C'est donc une approche critique hein, d'un certain féminisme qui ignore les problématiques raciales, donc le féminisme blanc. C'est donc une critique politique d'une conception des choses, d'une idéologie hein, orientée. Okay. Sauf que là, c'est utilisé pour désigner une personne. Et finalement, quel est le rapport hein, c'est une féministe blanche. Et donc, c'est une violeuse, elle est en action. Ah, c'est comme s'il y avait un rapport. Vous voyez si vous êtes féministe blanche, vous allez dire, c'est complètement con. Non, tous les not all féministes blanches. Hein? Hein? N'est-ce pas? Si on vous accuse d'agression sexuelle parce que vous avez été entreprenante avec un mec et qu'on vous balance sur Internet et qu'on vous dit, bah, elle est blanche. En plus, voilà. Hein, elle s'est toujours prétendue bienveillante, donc c'est bien la preuve que c'est une connasse. Et puis elle est blanche, j'avais toujours senti, puis moi j'ai jamais pu la blairer, et puis une fois elle m'a unfollow, c'est bien la preuve. Vous voyez, ce genre de... Ça peut tomber sur n'importe qui, ce genre de truc. N'importe qui. Parce que s'il suffit d'avoir été admin d'un groupe queer pour que ça devienne la preuve d'être une prédatrice sexuelle, mais n'importe qui peut y passer là, en fait. N'importe qui. Et encore n'importe qui. Non, il faut relativiser. Je vais en arriver à la conclusion, mais avant, je voulais relever un truc que je n'ai pas dit sur le terme de prédateur sexuel. Et on voit bien qu'elle est présentée comme une prédatrice sexuelle qui, voilà, on se sent obligé de dire à tout le monde, attention, faites attention à vous, arrêtez de la suivre. On va dire où est-ce qu'elle habite, comme si tous les hommes de cette ville seraient physiquement en danger sexuel en sa présence. Donc on est sur une accusation d'être une prédatrice sexuelle. Hein, et ironiquement, je suis sûr que c'est des gens qui se croient tout à fait au point sur la question, mais ironiquement, on est en plein dans la culture du viol. Et ça, c'est systématique. Et systématiquement, que ce soit pour un crime ou un délit ou des affaires de mœurs, on va toujours présenter l'accusé comme un monstre, un prédateur sexuel. Et ça, c'est la culture du viol. C'est rien d'autre que ça. Parce que ça permet d'exclure la personne accusée de la société et de sa communauté, et que ça a toujours été le cas. Hein, voilà, on a bien vu, elle s'infiltrait dans la communauté queer.
hein, ça est revenu souvent, donc on l'exclut, mais elle a toujours été exclue, ça a toujours été le cas. On l'exclut de la société, on l'exclut de l'humanité, on la déshumanise. Ça a plusieurs intérêts. Au plan global, social, l'intérêt d'exclure des gens de la société, c'est que ça permet de se dire que la société n'en est pas responsable, que ces gens ne sont pas un produit de la société, ce sont des monstres, ce sont des erreurs de la nature, hein, ce sont des prédateurs sexuels, donc on n'y est pour rien, la société n'y est pour rien, ce qui est quand même très utile, hein, si on est conservateur. L'autre intérêt, c'est à une échelle individuelle, ça évite de se remettre en question. Puisque quelqu'un qui agresse ou qui est accusé d'agresser, c'est une prédatrice sexuelle, c'est une personne qui sait très bien ce qu'elle fait, qui est tout à fait consciente, le prédateur, il sait ce qu'il fait. Hein, il est conscient de ses actes. Si, on peut se dire, grâce à cela, c'est une prédatrice sexuelle, mais moi je sais que je ne fais pas, je suis pas comme ça, et donc je n'ai pas à me projeter, finalement, à avoir de l'empathie. On n'a pas d'empathie pour les monstres. C'est le principe du monstre. Et donc, on ne se remet pas en question. Hein, et donc, on peut continuer sa vie tranquille, ce qui est quand même bien pratique aussi. Un dernier intérêt, c'est que ça permet de justifier tout ce qu'on fait. Vu que la personne qu'on accuse est un monstre, un prédateur sexuel, un danger public pour toutes les personnes qui l'approchent, hein, tu bois un thé avec elle, paf, elle te viole. Puisque c'est comme ça, on n'a pas à éprouver d'empathie pour cette personne, vu que c'est un monstre. Et donc, on peut faire tout ce qu'on veut. Vu que cette personne est exclue de l'humanité, on peut la traiter comme on veut. Ce n'est pas une autre personne qui pourrait être moi, c'est-à-dire avoir de l'empathie. On n'a plus besoin d'éprouver ça, vu qu'on a diabolisé l'autre. Et donc, on peut faire ce qu'on veut, et donc ça justifie tous les comportements à son encontre. Et on peut lui faire perdre son boulot, parce que de toute façon, c'est un danger. On peut, évidemment, l'insulter, la menacer, l'agresser, etc., etc. Alors qu'à la base, on parle quand même d'une meuf qui a fait quoi dans le pire des cas, qui a fait quoi? Elle s'est glissée dans le lit d'un mec toute nue, pendant qu'il dormait. C'est pas... Pardon. Hein, il me semble que quand on a des types comme Émile Louis, qui sont... On lui reproche pas de s'être glissé tout nu dans le lit de quelqu'un, lui. Hein, c'est pas ça ce qu'il a fait. Hein, lui ou Dutroux ou d'autres, ils se sont pas contentés de ça, les mecs. Hein. Alors, cette dénonciation publique, elle est quand même bien pourrie, quoi. Il n'y a rien qui va. On a un témoignage qui rapporte un témoignage. Hein, donc, même pas les faits et la description des faits et les paroles peuvent être déformées 2 fois au cours du transfert. On a un appel à bloquer la personne à ne pas écouter sa version des faits. On n'a aucune précision dans les faits qui sont reprochés. On a des éléments qui peuvent nous faire penser que la victime présumée est dans une situation d'emprise, peut-être. Il est tout à fait possible que l'accusatrice se sert de la situation. Il y a quand même des éléments qui ne collent pas, et des éléments troublants dans son comportement. On sait qu'elle a déjà été accusée d'être trop contrôlante et de se faire passer pour la victime. Et enfin, on a des réactions qui sont démesurées. Hein. Alors, il y a évidemment les réactions du public, des gens qui vont dire « Oui, moi, elle m'a follow et puis elle m'a unfollow. Ok. Ouais, moi, elle m'a piqué mon mec. Ok, d'accord, très bien. » On a des réactions qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet, on a beaucoup de procès d'intention, on a des exagérations qui sont de l'ordre de la culture du viol, comme par exemple la présenter comme une prédatrice sexuelle, et on a une exagération de la part de l'accusatrice, qui, je le rappelle, n'est pas la victime présumée, hein, qui va vraiment totalement exagérer, qui va se victimiser, hein, au sens où elle se présente. Non seulement elle s'invente un statut de victime alors qu'elle ne lui a rien fait, l'accusé ne lui a rien fait, déjà, et elle va en faire des tonnes. Elle a détruit notre vie, on est au bord du suicide, etc., etc. Tout ça pour quelque chose dont on ignore la nature exacte, en fait. Donc là, il n'y a absolument rien qui va. Et ce qui est vraiment choquant
dans ce premier call-out qu'on va analyser, en espérant que ça sera une série de vidéos. Ce qui est choquant, c'est l'absence de critique, en fait. Il y a eu... je vous mets dans la description un lien Instagram vers un compte Instagram qui en a fait une critique et qui dénonce ces méthodes. Mais à part ça, dans les réactions au moment des faits, il n'y a dans ces milieux militants-là aucune. Il n'y a pas aucune, il y en a, hein. Il y a des gens qui essayent de parler. On a eu Nathalie Wynne, par exemple, qui a fait une vidéo. Bon, bah, le résultat, c'est que ça a été récupéré par la droite. Voilà, hein, la cancel culture, bon, c'est pas évident. Hein, on a vraiment une manie de lancer des mouvements de foule contre les gens à partir de rien. On croit les victimes sur parole, comme si une victime disait forcément la vérité, comme si elle ne pouvait pas se tromper, même sans parler de mensonge. Parce qu'on dit, ah, pourquoi elle mentirait? Non, mais c'est pas une question de... Il n'y a pas d'un côté la vérité, de l'autre le mensonge. On peut se tromper. C'est pas parce qu'on ressent quelque chose qu'on a vraiment subi quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui sont susceptibles, il y a des gens qui ont des fragilités et qui vont ressentir comme voilà, une violence ou un abus, quelque chose qui n'en est pas. Et inversement, tu as des gens qui vont avoir des critères beaucoup plus rudes et qui vont dire non, non, moi j'ai jamais rien vécu, on m'a jamais rien fait, alors qu'en fait si. Donc ça demande un peu plus de mesures, hein, plus de mesures, une mesure qui n'est pas possible avec ce mouvement de foule en fait. Là, il n'y a absolument aucune autorité possible à laquelle se référer hein, pour régler la situation. Personne ne peut arriver dans la situation pour arbitrer, contrairement à ce qui pourrait se passer dans un collectif, un parti, un syndicat, où il y a une organisation interne. Et si quelqu'un est accusé, ben après, il peut y avoir des magouilles, hein, je ne dis pas, peut-être qu'on en reparlera. Mais hein, là, avec ce mouvement de foule, ces dénonciations publiques, il n'y a absolument aucun arbitre. Il n'y a aucun code de déontologie, aucune limite à laquelle se référer, il n'y a absolument aucune limite. C'est la victime présumée, ou en l'occurrence l'accusatrice, a tous les droits, peut faire tout ce qu'elle veut, et l'accusé n'a absolument aucun droit. Hein, on lui en fout plein la gueule et il ne faut surtout pas l'écouter. Et elle va être diabolisée, évidemment. C'est évident, ça pose quelques problèmes. Hein, parce qu'il suffit de vouloir se venger d'une meuf parce qu'elle a piqué ton mec. Là, tu peux la pourrir. Là. Si tu veux te venger d'un ex, tu peux le pourrir comme ça. Et évidemment, ce sont les gens les plus fragiles, et en plus, en général, les gens les plus honnêtes, qui vont prendre le plus cher, ironiquement. Parce qu'une personne, mettons, honnête, pas forcément qui a raison, hein, mais comme j'ai dit tout à l'heure, si Géraldine s'imagine que ne pas avoir demandé l'autorisation avant de faire un truc, c'est déjà une agression sexuelle, elle va dire « Ah, voilà, j'ai commis une agression sexuelle ». Alors que pas forcément. Et donc c'est les gens les plus honnêtes qui vont prendre le plus cher, et les gens les plus fragiles qu'on va exclure le plus facilement. Et tout ça sans aucune modération, parce qu'aucun arbitre ne peut arriver dans cette situation pour démêler le vrai du faux, déjà, hein, ou calmer les ardeurs. Personne ne s'oppose à ça, parce que si on s'oppose à ça, on va dire « Ah, mais t'es en train de défendre une violeuse, c'est que toi aussi t'es une violeuse, ou t'es un violeur hein. ». Il n'y a aucun intérêt, en fait, à défendre une inconnue au risque de s'en prendre à son tour plein la gueule. Pourquoi faire ça? Pourquoi prendre ce risque? Et donc, ironiquement, hein, bah, ça va être les gens qui ont déjà subi ça, qui vont ouvrir la parole, et qui vont ouvrir la parole, qui vont parler, tout simplement, et donc qui vont être discrédités pour ça. Un petit peu comme si vous aviez un prisonnier qui a été en prison, reconnu coupable de, on s'en fout, qui est en prison et qui va dire « Ouais, mais dis donc, quand même, la prison, c'est pas super bien foutu. » Et on va lui dire « Ah, mais bah, ferme ta gueule, ça t'arrange bien de dire ça, hein, c'est parce que tu es coupable. » Bah, imaginez cet argument-là, qu'on n'écouterait pas les critiques anticarcérales parce que bah, ouais, bah, tu es prisonnier, donc c'est normal, hein, ta critique est invalide pour cette raison, mais en plus... alors qu'on n'a aucune preuve de culpabilité.
J'espère que cet exemple-là d'une femme, une féministe queer, qui a des problèmes, et entre autres choses, hein, on voit quand même que ces dénonciations publiques permettent de pourrir une femme comme elle. Je sais que des gens pourront justifier ça en disant « Ah, mais elle est coupable ». C'est pas une raison, en fait. C'est pas une raison. C'est pas un argument, ça. C'est pas un argument pour utiliser de telles méthodes. Hein. Déjà, bah, les preuves, elles sont pas là. Hein. Enfin, il n'y a même pas de faisceau d'indices. En fait, les faisceaux d'indices, ils sont inventés. On a quoi comme faisceau d'indices? Ah, bah, elle était admin d'un groupe féministe queer. C'est pas un indice. Ça, c'est que dalle, ça, c'est de la merde. Elle m'a follow et puis elle m'a unfollow. C'est de la merde. Elle a piqué mon mec. C'est de la merde. Tout ça, c'est de la merde. Mais même si on la considère coupable, c'est pas un argument. Bon, j'ai fait une pause et je sais plus ce que je disais. Mais bon, comme je dois en être à plus de 2 heures de rush là, je pense que ça ira comme ça. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que vous voyez bien le problème à la fois de cette situation particulière et de cette manie de la dénonciation publique qu'on justifie avec la bonne conscience de s'en prendre aux méchants prédateurs sexuels, la bave aux lèvres, qui sautent sur tout ce qui bouge pour abuser des gens, qui sont forcément faibles et manipulables. Hein. Il y a un moment, bon, je pense qu'il serait temps, quand même, à force qu'il y ait vraiment que des gens fassent preuve d'intégrité au risque de se faire emmerder hein, par des personnes malveillantes qui vont dire « Ah, mais tu es contre le fait qu'on dénonce des prédateurs sexuels, j'ai que tu es toi-même un prédateur sexuel. » Et alors, il faut aussi savoir prendre des risques et ne pas attendre que ça nous tombe sur la gueule pour critiquer ces méthodes de merde, en fait. Parce que c'est des méthodes de merde. Voilà, n'hésitez pas à donner votre point de vue, de préférence constructif et justifié hein, sur cette situation complexe et pourtant dans certains cas un peu simple. Hein, c'est j'ai perdu mon chien, en plus elle a piqué mon mec. Bon, il y a un truc qui va pas quoi. Voilà, donc je vous dis, vous me direz ce que vous en pensez aussi de cette idée de faire une série sur ce thème. Hein. Et donc voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, tout ça. Hein. Je vous dis, vous me direz aussi ce que vous pensez de cette idée de faire une série d'analyses de dénonciation publique. Pour l'instant, j'ai 3 autres, au moins 3 en tout cas. Hein, voilà, pour l'instant, j'ai 3 autres sujets de dénonciation publique qui ont été mal faites, soit juste mal faites, soit carrément suspectes. Hein. Voilà. Je vous dis à plus tard hein, et salut les bouses. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux.